et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est vous qui faites ça? Je croyais que c'était dans le générique. Alors celui qui fait popopo, c'est Jean-Bernard Hébé. C'est la première fois que je me fais piéger. Mais non, mais il jouait de l'hélicon. C'est les joies du direct. Parce que normalement, c'est Pierre qui fait po 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 po. Pierre Bénichou est là aussi. Son fils spirituel, Christophe Alévèque. Son fils tout court. Philippe Vandel, l'ami des Marseillais. Et Christine Bravo. Pierre, faut tout de suite aider notre amie Christine qui souffre d'une rage de dents depuis 2 jours. Mais je vais te prendre à Paris-Marseille. Voilà, parce que Pierre nous parle et nous vante les mérites de son dentiste marseillais depuis des mois ici. On en a encore parlé hier. À Marseille pour aller me faire... Mais j'ai un truc. Pour aller voir le docteur Gilles. Mais c'est de quel côté que t'as mal? C'est là. Côté droit, parce qu'on peut te donner un coup de poing du côté gauche, comme ça équilibre. Vous connaissez l'histoire du dentiste qui demande à son patient, mais vous mangez de quel côté? Il répond du côté de la gare Saint-Lazare. C'est très con, mais elle me fait toujours rire. Ça laisse augurer du pire pour le reste de l'émission. Et vous connaissez, dans une vieille brasserie de la gare Saint-Lazare, il y a un type, un ancien général de Napoléon qui est là avec les brandebourgs qui tombent comme ça, et il est là tout seul, il bouffe un décor sinistre, et il dit, quand je pense, moi qui ai commandé un seul ferrino, on est réduit à commander une choucroute. Mais il y a une de mes ex-belles-sœurs qui a été, comment on appelle ça, assistante dentaire, la fille qui est à côté de... La fille en mini-jupe à côté du dentiste, là. Bon, et ben oui, c'est pour faire oublier la douleur. Et ben, elle me racontait que les gens, c'était assez incroyable, parce qu'il y avait certains patients qui, évidemment, n'étaient jamais allés chez le dentiste, qui venaient là pour la première fois et qui faisaient des trucs... Enfin, le dentiste, à un moment donné, dit cracher, et les gens crachent n'importe où dans le... Non. Je vous jure. C'est pas vrai. Ils savent pas forcément qu'il y a un petit truc à côté. Oui. Mais je vous jure, mais quand tu y vas pour la première fois... Vous avez été élevé à la campagne, vous. Ah bah écoutez, oui, effectivement, c'était à la campagne. C'était où? C'était au Havre? Non, c'était dans le Maine-et-Loire à l'époque. Ce qui prouve aussi que tu n'es pas allé chez le dentiste depuis longtemps. Parce que les dentistes maintenant, non, les dentistes chics maintenant, on ne crache plus. Je trouve que c'est une régression incroyable. Comment ça, on crache plus? Tu ne peux plus te laver la bouche, tu as toujours un aspirateur dans la bouche et tu ne le fais plus. Alors j'ai demandé, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, c'est à cause des microbes. Parce que j'y suis allé il n'y a pas encore longtemps, il y a toujours on me donne toujours un petit gobelet, je fais ça, je recrache. Ah oui, mais ça dépend. C'est un dentiste près de la gare de Lyon, dans le quartier chinois, dans un petit truc comme ça. Les grands dentistes, on ne crache plus. Docteur Verdier, voilà une nouvelle, adieu. Mais je trouve ça ridicule d'ailleurs avec le truc qui tournait, c'était rose. Moi j'aimais bien ce truc rose qui tournait, et tout, ce petit goût bizarre, ça avait un petit goût de... Non mais attendez, mon dentiste il est quand même hyper... Non mais t'as raison, on crache pas, on se rince la bouche. Mais non, on se rince pas la bouche chez le dentiste. Il y a 2 glaçons avec du bourbon. Mais enfin il est à la mode, il est à la pointe. Il était à la mode. Demandons. Il a même la télé, je vois ma bouche sur l'écran. Tu n'as pas dit une Il chose, regarde, on a tout essayé. Mais non. Je vois l'intérieur de ma bouche sur un écran et tout, donc il est hyper... Heureusement qu'il n'est pas proctologue. La classe, le dentiste. Mais on voit aussi... Vandel est en pleine forme. Non, mais c'est moyen quand même comme... il revient de Marseille. L'histoire du proctologue, je vous l'avais raconté. C'est quoi? Ça m'était arrivé. Non, je me rappelle plus. Allez-y. Et c'est à l'époque où on bossait à Inter avec Laurent. Et puis je vais voir le proctologue parce que j'avais des bons... Ça n'a aucun rapport de cause à effet. Non. Si à l'époque je bossais avec Laurent, je vais voir le proctologue. Ça paraît logique, je veux dire... Non, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Parce que là, on bosse toujours ensemble. J'ai plus mal nulle part. L'habitude. Enculé. Et donc, je vais le voir. Alors, t'es pas trop fier parce que c'est un copain qui m'avait donné ça. J'étais persuadé d'avoir des hémorroïdes. En fait, c'était pour ça. C'était une sorte de... C'était quoi? Ça commence bien aujourd'hui. Bien l'après-midi. C'était quoi? Pierre qui dit ça, il a dû en avoir 5 fois des hémorroïdes. Oh non, mais vraiment, je Mais vous en si, prie. alors, je vous en donc, prie. je vais le voir, je garde mon casque de moto sur la tête dans la salle d'attente pour pas qu'on me reconnaisse. Et donc, l'infirmière arrive, et c'est Monsieur à l'évêque. Alors là, t'es obligé de te le lever, comme ça. Alors, j'arrive, il a levé son bureau, comme ça, puis il me regarde pas du tout. Ah oui. Mais vraiment, il me regarde pas, il fait ses papiers, comme ça, il fait à l'évêque, bon, installez-vous. Alors, tu te mets à 4 pattes, quand même, bon, t'es endormi, sur le truc. Mais
Mais non. Pour te mettre un doigt dans le cul, on va pas t'endormir. Parce que elle, il faut l'endormir. Non, donc, voilà. pour une coloscopie, je croyais que tu faisais... Non, c'était juste pour un toucher. Ah oui, Un alors, petit toucher toucher, rectal. C'était plus de la spéléologie. Oui, c'était le premier rendez-vous. C'était le premier fleur. Premier rendez-vous. Et voilà, à 4 pattes sur le truc. Comme ça, ça fait mal quand même. Puis je l'entends derrière mettre ses gants en plastique. Tu vois, clac, clac, comme ça. Puis je l'entends faire à l'évêque. Et là, il me met un doigt, comme ça, très profond, puis il me fait France Inter. Je te jure. Et le mec, c'est le meilleur sondage que France Inter ait jamais eu. Et après, avec le doigt, comme ça, continue à me parler en cherchant Il cherchait la fréquence. Il cherchait la fréquence. Alors, vous écrivez avant, comment ça se passe? Oh non. Non, mais ce qui me tue, c'est qu'il y a un public pour ça. Ça fait rire. La meilleure, on pourrait la re-raconter, c'est comme Gilbert Rozon qui nous l'avait évoqué ici, je sais pas si vous vous souvenez. C'est que pareil, il était allé pour ce même genre de choses chez un grand médecin et il dit c'est quand même un cas exceptionnel, et en fait il avait fait passer tous ses étudiants un par un, parce que c'était dans un hôpital, il y avait des étudiants en médecine et tous étaient venus admirer. C'est ça, je me trompe exactement. Mais qu'est-ce qu'il avait? pas. Je sais plus, On sait pas. voilà. C'était un CHU, centre de formation universitaire, et le grand ponte a appelé tous les gars qui sont passés un par un, regarder et commenter. Oh, dis donc, j'aimerais pas être à sa place, c'est horrible. Et ben moi, pour le deuxième accouchement de ma femme, pareil, j'arrive j'étais allé manger quand même parce que ça dure longtemps. Et T'avais pris quoi d'ailleurs? je reviens, On peut pas rester 9 mois sans bouffer non plus. j'avais pris un bon steak. Faut prendre des forces. Ah non, mais c'est le quart-monde, quoi. C'est quand même du papa, s'il te plaît. Et donc, j'ouvre la porte et dans la chambre, je vois, disons, 15 mecs. Et en fait, c'était tous les ils avaient Tous fait les amants de ta femme. Oui, merde les gars, non. Et en fait, ils étaient passés chez chaque femme comme ça, et personne ne voulait se faire ausculter. C'était des mecs qui étaient en formation, enfin des internes comme Et ta ça. femme, évidemment. Et ma femme a fait ouais, moi il y a longtemps. Faut dire qu'il y a la place. Moi, il y a longtemps. C'est horrible. Chérie, si tu nous écoutes. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Pierre Bénichou? Vous interrogez? Ça fait 5 minutes qu'il n'a pas parlé, pas content. Pas du tout, mais je trouve que tu as une faconde extraordinaire et que tous les sujets te sont bons. Quand on pense qu'on a dit que ce type était mon fils spirituel, je préfère encore Poquelin. C'est mon négro spirituel. Alors, si ça lui est répété, je préfère... Mon Dieu. David m'envoie un email. Votre émission est géniale, votre équipe est géniale, votre radio est géniale. Vous méritez tous une grande innovation. Augmentation. Non, il dit ça, innovation, parce qu'il fait référence à un garçon, je crois qu'il est animateur, je sais pas, qui s'appelle Jérémy, lors des Energy Music Awards samedi dernier sur TF1, et c'est vrai, je l'ai vu. À un moment donné, il y avait, je sais plus quel invité c'était, et l'animateur qui s'appelle Jérémy fait, je crois qu'il mérite une grande innovation, au lieu de dire une grande ovation. Alors voilà, nous aussi on mérite une grande innovation, je crois que j'y pense. D'ailleurs, en attendant, un Energy Award pour monsieur Pierre Bénichou serait mérité, m'écrit David. Voici une petite blague. En rentrant de l'école, un jeune garçon dit à ses parents, papa, maman, j'ai enfin choisi mon métier. Ah bon, disent les parents. Oui, je veux être cycliste. Le père est désolé, il lui dit, mais mon fils, c'est pas possible. Ah ouais, pourquoi? T'as peur des piqûres? Bon. Oh, elle est mignonne. Elle est mignonne. C'est à toi qu'il l'envoyait, Pierre. Hein. Ma préférence va à Philippe Vandel, me dit Sophie, que je trouve vif d'esprit, particulièrement charmant. J'ai trouvé également le site du maillon faible qu'il nous avait donné à l'antenne la semaine dernière et qui m'a permis de faire rire la galerie. Merci, Sophie. 5 chirurgiens discutent de leur profession dans une salle de repos à l'hôpital. C'est une blague que me raconte Sophie. Le premier chirurgien commence et dit « J'aime avoir des comptables. » On n'est pas très loin de toutes les anecdotes qu'on vient de raconter. Le premier chirurgien dit aux 4 autres « Moi, j'aime bien avoir des comptables sur ma table d'opération. Lorsque vous les ouvrez, tout est correctement numéroté à l'intérieur. » « Ah ouais, mais vous devriez voir les électriciens, dit l'autre. Tout est codé en couleur à l'intérieur. Impossible de se tromper. » Un autre dit, moi je pense vraiment que les bibliothécaires sont les meilleurs. Tout est classé par ordre alphabétique à l'intérieur, c'est génial. Personnellement, dit encore un autre, moi j'aime bien les ouvriers de la construction. Ces types comprennent toujours pourquoi il vous reste des morceaux à la fin. Et puis le dernier chirurgien prend la parole, dit, les plus faciles à opérer sont les chefs. Il n'y a pas de cœur, pas de cerveau, pas de couilles, et en plus la tête et le trou du cul sont interchangeables. Bon ben voilà.
Voilà la seule plaisanterie communiste qui ne me plaise pas. Oui, elle est un peu C'est le communiste. chef qui nous l'a raconté. Monsieur Vandel, je voudrais revenir sur vos propos sur les chants des supporters marseillais. On a encore des dizaines et des centaines d'emails qui tombent sur la chanson Parisien, j'ai niqué ta mère, sur la Canebière. On ne dit jamais des noms de joueurs, mais d'habitants. On l'adapte en fonction de l'équipe adverse, dit ce monsieur. Moi, j'y étais. Ça m'a justement frappé. Non, car j'y étais et ça m'a beaucoup amusé en plus, j'aurais le dire. Et c'était chaque joueur y avait droit en fonction de ses actions. Donc non, il le faisait pour chaque joueur. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le même genre non, mais c'est encore des tas de trucs contre vous. Hein, c'est sur l'OM. Sur l'OM, encore sur... Je suis de plus en plus consterné par Philippe Vandel. Ça, Il a raison. C'est Nicolas qui m'écrit. Certes, ce monsieur qui apparemment ne fait pas grand-chose dans sa vie a plus de temps que les autres pour venir nous imposer son arrogance et son parisianisme outrancier. Gérard Miller m'apparaîtrait presque sympathique à côté. C'est tout dire. Ça c'est vache. Ça, c'est le pire. Que ce monsieur Vandel arrête un peu de se la péter, car à force d'étaler sa pseudo-culture à toutes les sauces, nous sommes nombreux à être proches de l'indigestion. Et non, monsieur Vandel, à 40 ans, vous n'êtes plus le jeune branché que vous étiez à vos débuts. Alors SVP, monsieur Vandel, arrêtez de croire que vous avez la science infuse et apprenez à ne parler que lorsque vous avez quelque chose à dire, à l'instar du formidable Stéphane Pocrin. Laurent, même si ce Vandel est votre chouchou, lisez-lui ce mail pour qu'il comprenne qu'il n'est pas le cerveau de l'émission, mais qu'il en est plutôt son ongle incarné. Mais Pocrin, c'est pas le gars qui confondait les yens et les yuan. Vive mon idole Pierre Bénichou et ma muse, la délicieuse métro rare Annie Lemoine. Voilà. Non, mais je veux dire, moi, en plus, ce que je reprochais à Philippe Vandel, tous ces reproches sont absolument fondés. Le seul truc que je reprocherais qui est bien plus grave, c'est que vous le mettez sur Emmanuel, il en fait une nymphomane. Je sais pas pourquoi. Comme tous les cons, il plaît aux femmes. Hein, on déteste ça. Voilà. Ben, la preuve. Il y a aucune jalousie dans ce que je dis. Hein. La preuve, Queenette Mimi qui m'écrit: je vous envoie ce mail pour défendre mon petit Vandel que je trouve charmant, cultivé et plein de bon sens. Je dois ajouter que j'aime le football et l'ambiance football. Je suis moi pour Bordeaux et il faut dire aux Marseillais d'avoir un peu plus d'humour vis-à-vis de Philippe. Bon ben voilà, hein, on prend votre défense quand même. 10 femmes mortes le même jour se retrouvent devant Saint-Pierre, me raconte José. Et là, Saint-Pierre leur demande que celles qui ont trompé leur mari fassent un pas en avant. Sur ce, 9 d'entre elles, 9 sur les 10 femmes, font le fameux pas en avant. Et là, Saint-Pierre se retourne vers Dieu et demande: et pour la sourde, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et pour La sourde. La sourde. Ah, ça c'est drôle. Comment tu sauves les vannes? Je vous ai raconté celle du mec qui rencontre son pote et dit: oh, viens après-demain, on fait toute une soirée avec tous les anciens de l'école. Alors ils viennent, ils sont 70. Ils ont bien bu, il y en a un qui dit: alors, soyez gentils, on va dire la vérité, on est ensemble. Que ceux qui ont peur de leur femme se mettent de ce côté à gauche, et ceux qui n'ont pas peur de leur femme se mettent à droite. Sur les 70, il y en a 69 qui vont du côté de ceux qui ont peur de leur femme. Il y en a un tout petit, tout moche, il est là comme ça, il regarde ses chaussures. Et les 69 vont vers lui et il dit: bravo, tu nous as vengés. T'as pas peur de ta femme, toi? Il dit: c'est pas ça, c'est qu'elle m'a défendu de me mêler à la foule. Alors j'en ai une autre pareille. Allez-y. C'est un chevalier qui part en croisade et qui met une ceinture de chasteté à sa femme. Mais c'est une ceinture de chasteté qui fait que quand il y a un homme qui passe, il y a une guillotine. Oula. Et donc quand il revient, il revient des croisades et il appelle tous les mecs. Et il leur dit: vous allez tous baisser les pantalons maintenant. Et il baisse les pantalons et tout le monde a la queue coupée. Sauf un. Alors il lui dit: ah bravo mon ami, toi. Et comment tu t'appelles? Et l'autre il fait: oui. Ah oui, je l'avais oublié. Elle est mignonne. Thierry dit: je vais aller voir la pièce La Presse est unanime à Strasbourg le 7 février prochain. Pourriez-vous me dire à quelle heure elle se termine pour savoir combien de temps on doit garder la babysitter? Ça, vraiment, il faut tout faire dans cette émission. Des petits trucs pratiques. Bah, la pièce dure 1h45, 1h50. Ça rajoute au prix du billet. Hein, ça dépend de Claude Sarraute. Oui, c'est vrai que le 7 février, ils seront à Strasbourg et le 8 février à Besançon, mais ce sera l'après-midi. Pas besoin de babysitter, vous confiez ça aux grands-parents et hop.
Bravo à Bénichou pour sa défense sans concession de la laïcité, me dit Gérard. Oui. Que pense-t-il, lui, qui a tout vécu de la situation des départements d'Alsace-Lorraine, récupérés après la Première Guerre mondiale et qui suivait encore sur ce point le concordat de Napoléon? Quelle hypocrisie quand on parle de traiter toutes les religions avec les signes ostensibles ou ostentatoires, quand on sait que la religion catholique n'en est plus à faire des signes apparents. Encore merci, monsieur Bénichou. Je voudrais aussi le mettre en garde, car un mystificateur se fait passer pour lui. Vous saviez ça, Pierre? En plus, il y en a beaucoup. Hein. En effet, le dimanche soir, un type qui ressemble trait pour trait au vrai Pierre Bénichou sévit chez Michel Drucker, et nous ne sommes pas dupes. Il est trop mielleux. Il ne fait que des compliments aux invités et il rit aux blagues d'Anne Roumanoff. Je crois que je n'ai jamais fait d'émission avec Anne Roumanoff, parce que je vais beaucoup moins chez Drucker en ce moment. Donc, non, mais je me défends parce que je me défends. Parce que j'aime pas qu'on dise que je suis mielleux. Chère Christine, bravo, m'écrit Philippe, toujours aussi bonne, je sais pas ce que ça veut dire ça. Je vous suis depuis des années, bravo pour votre talent. Bisous, Philippe. Pourriez-vous m'envoyer une photo dédicacée? Merci. Bah, le problème, c'est que j'ai plus de boulot, donc on me fait plus de photos dédicacées. Un photomaton. Envoie un daguerreotype, envoie un vieux truc. Un photomaton. Alors, en plus, c'est bizarre qu'il vous aime parce qu'il s'appelle Monsieur Calme, Philippe. Ah non, je suis pas d'accord. Il habite à Noisy-le-Sec, tenez, voilà. Il va avoir une photo maton dédicacée, puisque maintenant. Oh, il vous reste bien des vieilles photos que vous pouvez dédicacer. Que dalle, mais rien du tout. Quand tu fais plus de télé, t'as plus rien, t'es plus personne. T'as plus de vieilles T'as photos? vendu toutes tes photos? Bah, envoie une photo de vieille, alors. Oh, tu sais, tu devrais pas rire parce que tu vaux pas cher sur Internet. Parce que moi, j'ai fait un site Internet avec les photos dédicacées des stars. Tu vaux 5 francs. C'est vrai? Oui. Ah oui, on connaissait le prix des gens, je me souviens. Je vaux 5 francs? Oui, tu vaux 5 francs. Moi, je valais 10 balles à Cannes. C'est vrai? Il y a des gens qui font des photos, ils vont les tirer au Photoshop. Non, c'est après qu'on tire à l'hôtel. Et après, ils les vendent. Et je me rappelle, deux cônes valaient 20 ou 30 balles. Gildas valait 30 balles. Je sais plus quel acteur, Emmanuel Béard valait 50 balles. Moi, je valais 10 balles. Et vous valez combien, voilà? J'y suis plus. Je vaux plus rien. Je vaux plus rien. En effet, je n'en peux plus, je vous écoute régulièrement et je me décide enfin à vous écrire, me dit Nicolas. Christophe Alévèque nous a fait l'honneur de nous interpréter un extrait de son tour de chant il y a quelque temps. Je suis sous le charme. Malheureusement, impossible de mettre la main sur un CD. Existe-t-il seulement? Si oui, comment se le procurer? Sinon, comment faire pour soulager mon désespoir de ne pouvoir l'écouter? On est compte un peu. Il tombe bien, parce qu'on va chanter dans l'émission. Aujourd'hui, Christophe Alévèque va interpréter en live 2 chansons. Vous rendez compte? Un groupe? Oui, j'ai un groupe. Maintenant, je suis un peu, si tu veux, un peu une rockstar. Non, mais arrête. Attends, je vais juste te dire, moi j'y étais, il a un groupe qui joue très bien. C'est vrai? Et il a eu en première partie les Doors. Alors quand tu auras en première partie les Doors, on se retéléphone quand même, c'est pas donné à tout le monde. Tout ça est vrai. Mais c'est drôle. Bah, c'est drôle, c'est de la musique, quoi. Je croyais que c'était une blague, moi, ce truc. C'est du rock'n'roll. Ils vont reparler de musique. Oh là là. Allez-y maintenant, Christophe Alévèque. On peut en faire une maintenant. Vous êtes accordé? Allez, c'est parti pour faire plaisir à Nicolas. Les musiciens. Ça va pas durer trop longtemps. Ça va pas durer trop longtemps parce que moi, comme Pierre Brasseur, je préfère un quart d'heure de mauvaise musique à une demi-heure de bonne musique. Attention, c'est parti. Alors, si vous êtes prêts. Y'a ce qu'on dit, y'a ce qu'on pense, y'a ce qu'on pense et y'a ce qu'on dit, y'a ce qu'on dit qu'on pense et y'a ce qu'on pense qu'on a dit, mais à ce qu'on dit, ça ce qu'on pense, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit, car si on dit pas tout ce qu'on pense, on pense et pas tout ce qu'on a dit. Des questions, des questions. Au téléthon, y a ce qu'on dit, y a ce qu'on dit au téléphone, y a ce qu'on dit qu'on donne et y a ce qu'on donne le lundi, car le lundi, y a qu'on pense à ses crédits, y a qu'on pense et y a qu'on donne. Pas un radis. Ouais. En politique, qu'est-ce qu'on dit? Y a ce qu'on dit à la tribune, qu'on va voter des crédits, qu'on va distribuer des thunes, on dit qu'on sert la nation, mais on pense à son croupion. Y a ce qu'on dit et y a qu'on pense aux élections. Et pourquoi tout ça? Eh bien parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on pense et c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Pourquoi? Eh bien parce que
ce qu'on dit, il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on dit qu'on pense et il y a ce qu'on pense, ce qu'on a dit, mais à ce qu'on dit, ça ce qu'on pense, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit, car si on dit pas tout ce qu'on pense, on pense et pas tout ce qu'on a dit. Des questions. Oh. Pour la capote, y a ce qu'on dit, ça doit être obligatoire. Dès que je pose ma culotte, je mets Olga dans le tiroir, mais la pensée est troublée quand on commence à se toucher. Y a ce qu'on dit et y a qu'on pense, plus qu'à baiser. Ouais. Pour les pauvres, y a ce qu'on dit, mon Dieu, qui sont malheureux. On dit qu'il faut faire quelque chose, que c'est vraiment scandaleux, mais on n'y pense pas longtemps, on s'oublie très rapidement. Y a ce qu'on dit et y a qu'on pense, plus qu'à bouffer. Ouais. Et pourquoi tout ça? Eh bien, parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on pense, et c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Pourquoi? Eh bien, parce que... Y a ce qu'on dit, y a ce qu'on pense, y a ce qu'on pense, y a ce qu'on dit, y a ce qu'on dit qu'on pense, y a ce qu'on pense, qu'on a dit, mais à ce qu'on dit, ça ce qu'on pense, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit, car si on dit pas tout ce qu'on pense, on pense pas tout ce qu'on a dit. Y a ce qu'on dit, y a ce qu'on pense, y a ce qu'on pense et y a ce qu'on dit, y a ce qu'on dit qu'on pense et y a ce qu'on pense, qu'on a dit, mais à ce qu'on dit, ça ce qu'on pense, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit, car si on dit pas tout ce qu'on pense, on pense pas tout ce qu'on a dit. Y a ce qu'on dit, y a ce qu'on pense, y a ce qu'on pense et y a ce qu'on dit, y a ce qu'on dit qu'on pense et y a ce qu'on pense, qu'on a dit, mais à ce qu'on dit, ça ce qu'on pense, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit, car si on dit pas tout ce qu'on pense, on pense pas tout ce qu'on a dit. Y a ce qu'on dit, y a ce qu'on pense, y a ce qu'on pense et y a ce qu'on dit, y a ce qu'on dit qu'on pense et y a ce qu'on pense, qu'on a dit, mais à ce qu'on dit, ça ce qu'on pense, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit, car si on dit pas tout ce qu'on pense, on pense pas tout ce qu'on a dit. On pensait pas tout ce qu'on a dit. On pensait pas tout ce qu'on a dit. On pensait pas tout ce qu'on a dit. Yeah! Christophe Alévêque et ses musiciens, tous les premiers lundis du mois, à la scène, c'est 2 bis rue de Taillandier dans le 11e arrondissement de Paris. Vous pouvez aller applaudir Christophe et son groupe. 2 bis rue des Taillandiers, je l'ai dit, métro Bastille ou Laudruy-Rollin, tous les premiers lundis du mois, c'est-à-dire le 2 février prochain, le 1er mars, le 5 avril, le 3 mai et le 7 juin. Bravo à tous, vous allez présenter vos musiciens dans un instant. Ouais. On se retrouve après la pub. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des villes mythiques. Ce soir, ouvrez les portes de Rome. Arte Découverte, c'est du lundi au vendredi à 19h. Bonne nouvelle pour les porteurs de cartes Intermarché. Du 28 janvier au 8 février, 20% du montant total des achats au rayon change, lingettes et alimentation bébé, hors lait infantile, seront crédités sur leur carte de fidélité. Comment on arrête ce truc ? Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. Un message de Yolène Delabigne, rédactrice en chef du magazine Atmosphère. Bonjour, Atmosphère évolue. Toujours aussi beau, le féminin de l'air du temps vous propose de jouer l'héroïne de Hitchcock. Pour célébrer la mode d'aujourd'hui inspirée des années 50, zoom sur l'ambiance du film Vertigo et l'élégance de Kim Novak. Notre époque passionnante, mouvante, c'est dans Atmosphère. Allez, l'épargne MMA, on se muscle. Allez, et 5. Déjà en 2003, l'épargne MMA rapportait plus 5% net sur ses principaux contrats d'assurance vie. L'un des meilleurs taux du marché. Et 5. Et il n'est pas trop tard en 2004 pour muscler votre épargne. Avec MMA, c'est 5% net annuel garanti en 2004 pour tout versement avant le 31 mars. L'épargne MMA, c'est le bonheur assuré. Allez, vite, pour 2004, il est encore temps et on y va, on se bouge. Et 5 et 5 et 5. Offre soumise à condition. Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. De temps en temps, je vois la panière. Je me disais encore ça à laver, mais c'est pas possible. Le lave-linge ProLine, programme de lavage rapide. Ça vous fait gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé d'étaler ça sur 2 jours. Vous l'avez fait dans la journée, quoi. Energia, essorage 1000 tours minute. C'est une machine qui va avec aujourd'hui, avec la vie trépidante qu'on a. Chez But, jusqu'au 29 février, le lave-linge ProLine est au juste prix de 279 €. 279 €, franchement, là on peut vraiment parler de performance. Et le juste prix, c'est But. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Philippe Vandel et Christophe Alévêque, notre nouveau rocker. Présentez vos musiciens alors. Alors les musiciens, la formation réduite aujourd'hui, on a fait acoustique. Alors à la base, nous avons un Ivoirien d'origine, monsieur Marcel Lopo. Bravo.
Normalement, à la batterie, mais... à la batterie. Ça a l'air d'être bien les tournées. Normalement, la batterie, c'est moi. Mais, à la batterie, mais aujourd'hui, simplement au percu, Gérard Cartoccia. Bravo. À la guitare sèche, Frankie Maramillo. Et celui qui a écrit paroles et musique des chansons avec moi, qui est à la guitare électrique normalement, là c'était la guitare acoustique, Sergio Leonardi. Voilà. Ah, il faut le dire pour les auditeurs, c'est toujours le moment le plus chiant dans un spectacle quand on présente les musiciens, mais mais ça leur fait plaisir. Oui, et puis ils sont que 4, normalement ils sont 6. Oh merde. Christine, vous avez été surprise. Bah ouais, là tu commences à m'exciter grave, tu vois, parce que je te voyais un peu, bon, tu me fais rire comme comique. Mais enfin, les comiques, si tu veux, sont pas objets de fantasme pour les femmes, alors que les rockers, je suis chaude comme la brette. Je te jure, les rockers, on adore ça. C'est rien, puis tu m'as pas vu sur scène. J'ai un déhanchement. Mais t'es pas habillé comme ça, t'es habillé. Non, je suis à poil. Non, il a un pantalon en cuir noir, il est nu dessous. Non, ça le fait, ça donne. Hein. Pierre, vous-même, vous êtes agréablement surpris, j'ai l'impression. Je suis pas surpris, je suis dans tous mes états. Surtout à l'idée qu'il danse nu. Jean-Bernard et Philippe, vous êtes allés voir Philippe. Moi, je suis allé voir le spectacle à la Seine, il y a, je sais pas, 2 mois, 3 mois déjà, quand il y passait. J'avais trouvé ça formidable. Et alors, en plus, j'ai eu la chance de le voir à Serre-Chevalier. Et c'est là où on a vu à quel point il était un artiste complet. C'est toujours ennuyeux de dire du bien d'un pote. Oui. Parce qu'on pense que c'est... Mais comme on l'aime pas vraiment tant que ça, bon alors... Non, mais c'est pas vrai, justement. C'est vraiment très très bien. Moi, j'avais une question pour lui. Allez-y, Philippe. J'ai appris que c'est pas toi qui écrivais tous les textes. Moi, j'imaginais Grande Gueule comme tu étais, c'était toi qui écrivais tout. Et pendant que j'écoutais, je pensais un petit peu à Dutronc et je me disais, mince, il est à la fois Dutronc et Lanzmann. Non, mais on écrit, c'est avec Sergio, on écrit paroles et musique tous les deux. Moi, je me coltine un peu plus les paroles et puis Sergio la musique, mais c'est un travail de groupe, collectif, et il y a d'autres auteurs aussi sur 1 ou 2 chansons. En tout cas, si vous voulez aller applaudir Christophe Alévèque, un premier lundi du mois, 2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai ou 7 juin, il faut réserver au 01 42 52 95. Oui, il faut réserver 33 parce que il joue pas. Il y a 3 mois, il fallait ramener. Non mais c'est quand même. On joue pas à moins de 12. Il y a 3 mois, il fallait ramener ses potes. 01 42 52 95 33 42 52 95 33. Allez, bah tiens, quelqu'un qui faisait de la musique aussi et qui était comédien, c'est Tiki Olgado, qui fait la une de Paris Match cette semaine. C'est bien de la part de Match de faire sa une avec Tiki Olgado. Oui, il a fait quand même beaucoup de rôles de second plan. Oui. Il n'a pas été en premier plan. Et c'est vrai que c'était un type. Enfin, moi, je l'aimais beaucoup. Moi, j'aime pas tellement cette méthode. Pas Tiki Olgado, j'adore Tiki Olgado. Je n'aime pas tellement. Je sais pas s'il a déjà fait des unes de match. Je me souviens quand Coluche est mort, il a jamais fait une seule fois. Il y avait interdiction qu'il fasse la une de Télé 7 jours. Et quand il est mort, il a dû la faire 10 fois dans l'année. Ah oui. Il y a tout le temps un côté morbide de parler des gens quand ils sont morts. Je sais que la télévision adore les humoristes morts parce qu'on sait ce qu'ils vont dire à l'avance. Ah, belle formule. En plus, il faut quand même dire que Tiki, qui était un grand noceur et qui sortait énormément dans les boîtes, était très souvent dans les magazines, dans les pages festives. Donc il était partout. Donc en tout cas, c'est pas quelqu'un qu'on affiche. Il en a bien profité. Il en a bien profité. Il a eu une belle vie. Il part trop tôt, mais certains partent beaucoup plus tard, mais en profitant beaucoup moins. Johnny Hallyday, en tout cas, lui rend un bel hommage dans Match. Il raconte un peu son amitié. C'était mon ami, c'était mon frère. Dit Johnny, je crois que c'est vraiment vrai, que c'est réel. Il est très triste, Hallyday. Je l'aimais tant, il faisait partie de ma vie. Je l'appelais mon petit Gabessou. Il était drôle, il plaisantait, il était irrésistible quand il racontait ses blagues. Question séduction, tout le monde était sous le charme, dit Johnny. Dans la vie, il y a les beaux qui séduisent facilement. Et les autres comme Tiki, plein de tendresse et qui savent faire rire. Il était pas qu'avec des moches, hein. Non. Ouais, mais c'est ce qu'il dit. C'était un tombeur. Oh là là, c'était dingue. toujours avec des avions de chasse, hein. Dingue. Qu'est-ce que vous appelez les avions de chasse? Des bombes, jusqu'à la fin. Très très belles filles. Ah oui? Incroyable. Claude Lelouch a filmé, je crois, les derniers instants de Tiki Olgado. On le lui a reproché à Lelouch, mais je crois que c'était aussi un des amis fidèles de Tiki Olgado. Nous espérions qu'il tiendrait jusqu'au bout, dit le réalisateur. Jusqu'à la mort, donc. Oui, c'est vrai, vous racontez. Lelouch dit ça pour une raison très précise, c'est que Tiki Olgado avait commencé vers le 22 décembre, donc c'est très récent, il y a à peine un mois, un film important de Lelouch qui était une trilogie qui s'appelle Le genre humain, je te demande un peu, bon, encore un fan de Lelouch. En trois volets, et Tiki Olgado jouait un petit rôle, il jouait Dieu.
C'est jouer Dieu, oui, il jouait Dieu, c'était un clochard qui disait « je suis Dieu ». Et on s'apercevait qu'il faisait des miracles, choses comme ça. Moi, j'avais connu Lelouch, m'avait parlé du scénario, et on savait que Tiki était malade, mais on ne savait pas que sa maladie irait si vite. Il y a eu un truc foudroyant. Donc, si Lelouch dit « je croyais qu'il irait jusqu'au bout », il dit « je croyais qu'il irait jusqu'au bout de notre aventure commune ». Tu vois, c'est quelque chose que j'ai en commun avec Lelouch, mais le Tiki ne le savait pas. Moi, je connaissais bien Tiki du temps où il travaillait avec Claude François, et je suis en train d'écrire une pièce de théâtre dans laquelle il avait un rôle extrêmement important. C'est vrai? Voilà. Ah merde. Bah oui, comme tu dis. Ah tiens, dans les autres disparitions de la semaine, c'est pas très gai les disparitions, mais bon, autant le faire dans la bonne humeur, hein, c'est pas plus mal. Le Point nous donne ceux qui nous ont quittés dans la semaine, nous rappelle évidemment le décès de ce footballeur hein, sur un terrain hein, carrément atteint d'une attaque cardiaque à 24 ans, attaquant hongrois du Benfica Lisbonne. On nous rappelle aussi le décès de quelqu'un qu'on connaît moins, mais alors c'est près de chez vous, peut-être que vous la croisiez régulièrement, chère Christine Bravo, puisque cette comédienne était la cofondatrice du théâtre du Lucernaire, Luce Berthomé, 59 ans. Vous habitez tout près du Lucernaire? Oui, ben, je te remercie de filer mon adresse. Quand on dit tout près du Lucernaire, ouais, enfin, il va pas y avoir des hordes qui vont arriver, qui vont se mettre au Lucernaire. On va faire toutes les maisons pour Catherine Bravo. C'est une petite rue, donc attends. Oh, elle est très longue cette rue, enfin. Ouais, elle est très longue. Vous habitez pas tout près, vous habitez de l'autre côté de la rue. Alors, c'est toujours au 17. Non mais c'est extraordinaire quand même, les gens du show business. Elle nous fait un numéro misérabiliste depuis quelque temps, auquel on ne croit pas du tout, parce qu'on sait que c'est une grande vedette, et que même si elle a eu un petit passage à vide à la télévision, tout le public l'aime autant. Et elle dit, moi qui ne suis plus rien, j'ai même plus une photo, je suis nulle part. Et on dit, elle habiterait peut-être dans l'est de Paris. Elle dit, ça y est, ils vont tous venir c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la schizophrénie de Frimont. Piégé. C'est pas faux. Hubert de la Motte Fifré. Peut-être ça ne vous dit rien. C'est pas un gars de Odeur. Alors, Odeur et Au Bonheur des Dames. Exactement. De son vrai nom, Dominique Esnault, Hubert de la Motte Fifré est décédé lui aussi. Il appartenait au fameux groupe Au Bonheur des Dames qui nous avait enchanté avec la fameuse chanson Oh les filles, oh les filles. Ah, il est mort. Oui, il est mort aussi. Tiki Olgadon en a parlé. Et alors là, Pierre Bénichou, vous signez un papier dans le Nouvel Obs sur la disparition d'Helmut Newton, décédé à 83 ans dans un accident de voiture. Ça, c'est pas de bol. Hein. Ah oui, ça c'est assez. Le mec, à 83 ans, il meurt d'un accident de bagnole. Tu vois. Non, mais c'est pas un accident de bagnole. Je suis persuadé que il y a beaucoup de vieilles personnes qui meurent, dont on dit un accident, qu'ils ont perdu le contrôle de leur voiture. Et les choses, c'est pas la voiture qui est les choses, c'est eux qui ont perdu qui ont dû avoir une petite attaque. Et leur voiture va très souvent de très vieilles. Personne n'a provoqué. Je crois pas. D'après ce que j'ai lu, c'était un grand photographe et un type qui a eu une vie absolument formidable parce que c'était un Allemand qui avait fait accident de flash, un photographe. Il s'est fait flasher, il a souri et puis voilà. Vous l'appelez, vous Pierre Bénichou, dans l'Obs, en son hommage, en son souvenir, l'homme qui aimait les jambes. Oui, il a photographié les jambes des femmes comme personne. Et c'est vrai qu'il photographiait toujours ces fantasmes d'enfants de Berlin qui avaient été sûrement dans les années 30 fascinés par Marlène Dietrich et toutes les autres beautés, et qu'il avait mis cela à la mode et qu'il avait photographié les top modèles et les vedettes de Hollywood comme étaient photographiées ces Allemandes méprisantes, un peu hautaines, un peu altières, avec des jambes de 2,30 m et des chevilles fines et des escarpins sans concession, quoi. Bon. Et c'était un truc. Alors, est-ce que c'était un maso? Est-ce que c'était un vicelard? Est-ce que c'était tout ça? C'était rien. C'était un grand artiste et un type formidable. Et vous révélez dans votre papier une chose que certainement beaucoup ignoraient. Alors, faut pas en parler de ça? Ah bah, c'est dans le papier. C'est dans le journal. Alors là, vous me demandez. Moi, je lis votre papier. Je trouve ça intéressant. C'est normal en tant que moi, voilà. Oui, donc c'est ce qu'on ne lit pas ailleurs qui est intéressant dans un article. Alors, si je me mets à lire les mêmes choses qu'on trouve dans VSD et dans les autres, c'est pas intéressant. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous savez et que les autres ne savent pas. Moi, je fais des chansons, je viens les chanter. Hein. Je le dis dans l'article parce que je ne le sais pas par lui, ce que je vais vous dire. Je le sais parce qu'un jour, j'étais à Nice chez des amis qui étaient enfin, des gens que j'avais connus par le sculpteur César. Un type était assez fortuné, comme ça. Et il avait une maison superbe. Et il y avait une femme qui avait l'air assez aguichante, une grande brune, comme ça. Hein. Et alors il me dit, tu veux que je te montre des photos de ma femme, formidable? Et il me montre des photos absolument extraordinaires de sa femme, avec des bas noirs, déguisée en dominatrice, comme ça. Et je dis, ah, c'est bien. Je dis, mais elles sont belles, ces photos. On dirait du Newton. Il me dit, mais c'est lui qui les a faites. Alors je dis, comment? Il me dit, ben oui, il y a beaucoup de gens qui demandent à Newton de photographier leur femme, et il le fait contre espèce sonnante et trébuchante, ce qui est normal. Et il avait des clients privés dont il photographiait
les femmes, on vend en petite tenue, en petite tenue comme ça, voilà. Et j'avais trouvé ça très très drôle qu'il fasse ça parce qu'il était assez austère, assez altier, comme ça c'était pas du tout un rigolo à Newton. Oui, j'ai croisé une ou deux fois, c'était pas, il nous tapait pas dans le dos pour dire des conneries. C'est bien, c'est des bonnes idées, je trouve. Oui. Moi, je veux bien aller faire des émissions de télé, par exemple, chez les gens, en privé. Oh les pauvres. Oh le gars qui. Alors moi je le connaissais assez bien, Helmut Newton, et ce que l'on ne sait pas, ou ce que peu de gens savent, c'est que lui qui a photographié effectivement les femmes les plus belles et toute la jet set, en les faisant se déshabiller en général, a toujours été un homme extrêmement prude vis-à-vis des mannequins, a toujours demandé à ce que ce soit ses assistantes qui leur demandent de bouger un petit peu leurs seins, leurs fesses, leurs bas et tout, ne s'est jamais lui approché, a été marié pendant 57 ans à June, à sa femme, Alice Spring, et ils étaient toujours ensemble, et je me souviens il y a quelques années, on avait fait un festival auquel il avait participé de photographie, avec d'autres très très grands photographes, et il m'a dit, écoute Jean-Bernard, parce que je servais d'interprète avec les autres Américains, et il m'a dit, écoute Jean-Bernard, ce soir ce que j'aimerais moi, alors que toutes les femmes les plus belles, les hommes les plus riches étaient là et se pressaient pour être avec lui, il dit, si ça vous ennuie pas ce soir, je vais rester à la maison avec June, et puis si quelqu'un pouvait nous faire un petit bouillon, s'il vous plaît. En tout cas, il a tellement de talent. Je me demande si c'est pas la première fois, il est pas en une de match, mais la une de match c'est Tiki Olgado, mais il y a quand même une grande photo, la photo très célèbre avec les 4 mannequins complètement nus. Dizaines de pages de photos dans Match signé Helmut Newton. Je me demande si c'est pas la première fois qu'il y a des femmes complètement nues en couverture de Match, sans que ça pose aucun problème, tellement que tout ceci. Les photos des top modèles et des comédiennes qu'il a prises, moi je les connaissais pas toutes, c'est formidable. Hein. Deneuve, Liz Taylor, on voit quand même des photos incroyables. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné dans Match, après avoir photographié, il y a des dizaines de jolies filles, des top modèles. Et puis regardez, passez la dernière qu'on voit, une des dernières photos certainement qu'il ait prise. Bernadette Chirac avec son toutou blanc. Non, arrête, ça m'excite. Ah, si, je vous jure. Si, mais ce qui est bien, c'est qu'il est à poil. Ah non, non, c'est étonnant. Attends, c'est le chien qui est à poil, pardon. C'est un drôle de retournement parce que Chirac s'est fait photographier par Bettina Reims. Exact. Qui est une des femmes qui fait les plus belles photos érotiques qui soient. Alors, il y a une anecdote aussi que raconte Match, qui est quand même pas mal. Pierre Bénichou, je sais pas si vous la connaissiez. Par moins 12 degrés au Luxembourg, Loulou de la Falaise, qui était un mannequin, un top modèle, c'est ça? Loulou de la Falaise n'était pas mannequin, elle était pas du tout, elle était styliste d'Yves Saint Laurent, elle l'est toujours, d'ailleurs, elle est restée très longtemps, elle n'est pas mannequin. En tout cas, par moins 12 degrés au Luxembourg, Loulou de la Falaise dit à Helmut Newton, Helmut, il fait froid, je suis bleu. Il lui répond, aucune importance, je travaille en noir et blanc. Ça, je trouve ça quand même. Très drôle. Ah, c'est plutôt drôle, ça, quand même. Voilà. Il disait aussi, la mode des modèles anorexiques me rend fou. Si je veux voir des os, je vais chez le radiologue. Il était apparemment exaspéré par la dernière mode des mannequins rachitiques. Il adorait les femmes, belles femmes plantureuses. Il a photographié des femmes siliconées à mort aux États-Unis et d'autres qui ne l'étaient pas. Dans VSD, on nous raconte, sous la plume de Marc Dolisi, vendredi 23 janvier, Helmut Newton s'est tué à 83 ans en volant de sa Cadillac contre un mur de Sunset Boulevard en sortant du parking du château Marmont. Quand il passait à Hollywood, il résidait dans ce palace qu'il a si souvent utilisé comme décor de ses prises de vue. Ironie du sort, le maître est entré dans une de ses photos, la dernière. C'est assez joli, ça aussi. Hein. Réellement? Ouais. C'est ce qu'il raconte. Je sais pas si c'est ce qu'a dit Karl Lagerfeld, d'ailleurs. Ouais. Il l'a pas repris in extenso, mais c'est ce qu'a dit Karl, qui est aussi photographe. Mais il faut dire que Newton était moins bon couturier que Karl Lagerfeld. Qui lui-même était beaucoup moins bon photographe que Newton. Tiens, j'ai le nouveau surnom de Lionel Jospin. Est-ce que vous le connaissez? Non. Alors, c'est dans le magazine l'hebdomadaire Le Point qu'on nous dévoile. On peut jouer à le deviner? Ben voilà. Alors, ça pourrait être plus drôle. Est-ce qu'il vient de l'intérieur du PS? Oui, ce sont les socialistes qui l'appellent comme ça maintenant. Plutôt ses amis même. Si c'était en anglais, on dirait le Comeback Kid. Non. Est-ce que c'est un nom propre ou un nom commun? Est-ce que c'est une référence à un personnage qui existe? Alors, ce n'est pas un nom de personnage, mais c'est un nom propre quand même. L'Arlésienne? Pas l'Arlésienne, ça pourrait, c'est pas mal. Mais c'est pas l'Arlésienne. C'est un personnage de C'est film. pas un personnage du tout. Mais c'est comme ça que ses amis du PS, depuis quelques mois, l'appellent, parce qu'il commence à se marrer d'un petit tic qui Belphégor? Non. Ah non, il dit que c'était pas un personnage. Alors, attends. C'est un nom propre qui n'est pas un personnage. Vous ne pourrez pas trouver comme ça, il vaut mieux trouver la raison pour laquelle on l'a surnommé ainsi, à mon avis. Il a un tic. Oui. Alors, est-ce que c'est un tic de plus qu'un tic? Bon, est-ce qu'il dit un mot? Il donne son avis sur tout. Il parle en disant qu'il ne parle pas. Alors, il donne son avis, effectivement, mais sur des choses bien précises. Et on le voit beaucoup dans des endroits bien précis. Ah bon?
Et c'est ça c'est ça dont se moquent évidemment ses amis socialistes. Exact, entre autres. Dans les théâtres. Exactement. Lionel Jospin n'est jamais autant sorti au théâtre que ces derniers mois. On le voit dans toutes les premières, dans toutes les générales. Le souffleur. Et alors, il a dit un nom propre. Le souffleur, non. C'est un nom propre, hein. C'est un nom propre. Est-ce que c'est un metteur en scène? Est-ce que c'est du tout un truc comme ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe... L'ouvreuse. Non. Non, mais... Madame Pipi. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme il ne veut pas, il se fait un point d'honneur à ne pas parler politique dès qu'il aborde des... Alors, dès qu'il voit quelqu'un, maintenant, il dit « Ah, vous avez vu le dernier film? Ah, vous avez vu la dernière pièce? Ah, je suis allé à telle pièce voir. » Et j'imagine que c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on le voit partout. Alors, ses camarades commencent à se foutre de sa gueule et l'ont surnommé quelqu'un qui connaît tous les spectacles, tous les horaires, tous les films. La colonne Maurice. Pariscope. Bravo, Jean-Bernard Révé. C'est drôle. C'est drôle. Ah, c'est vachement bien. Le nouveau surnom de Lionel Jospin, c'est Pariscope. Moi, je trouve que, vu sa tronche et son air hilar, ce serait plutôt l'officiel des spectacles. C'est joli. Non, c'est quand même marrant. Hein. Je savais pas comme ça qu'ils se donnaient des surnoms, les politiques. Hein. Oh ben, ils se loupent pas. Il est drôle, quand ils peuvent. Alors, par exemple, ils ne se loupent pas, mais parfois ils se font des compliments, même s'ils n'appartiennent pas à la même majorité ou opposition, même parti en tout cas. On sait que Jean-Pierre Raffarin n'a pas du tout apprécié, par exemple, c'est dans l'Obs qu'on nous raconte, l'hommage rendu par Cécilia Sarkozy l'autre jour à Ségolène Royal. Cécilia, dans une interview, disait qu'elle aimait beaucoup et qu'elle avait beaucoup de respect pour Ségolène Royal, à la fois pour sa vie privée, mais sa vie politique, et qu'elle arrivait à allier les deux. Mme Sarkozy a dit ça à propos de Mme Royal, mais il faut savoir que Mme Ségolène Royal est l'adversaire en Poitou-Charentes de la sortante UMP Elisabeth Morin, qui a récupéré le siège de M. Raffarin. Si bien que le Premier ministre était furieux, il l'a dit au ministre de l'Intérieur, et c'est ce que Nicolas Sarkozy lui a répondu. Ah bah tiens, voilà, essayez de trouver, ça si ça peut être marrant. Encore une devinette. C'est de la connerie, c'est vraiment de la connerie de lui reprocher ça. On peut travailler sur Europe 1 et dire du bien de quelqu'un. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors là, il ne faut pas tomber dans cette bêtise-là. Mais comment pas en politique? C'est le code de la politique, tu le sais On très bien. aime des gens qui sont des adversaires, même qui passent aux mêmes horaires que nous, et on peut dire oui, c'est formidable, qu'est-ce que c'est le truc. Alors, Nicolas Sarkozy a trouvé un argument, il a justifié les compliments que sa femme a fait à Ségolène en disant à Monsieur Raffarin, Cécilia a dit beaucoup de bien de Ségolène parce que, pourquoi? Alors voilà, à votre avis. Elle a des enfants. Parce qu'elle est sûre qu'elle va perdre. Non. C'est une femme fidèle. Non. C'est une réponse au premier degré ou c'est ironique? Ah, écoutez, je me demande justement. Je ne sais pas trop si c'est ironique. Elle fait bien la cuisine. Non. Est-ce que c'est une qualité purement féminine? C'est plus compliqué. Elle est bien habillée. Hein, c'est pas très. Finalement, ça va pas vraiment en sa faveur, hein, Nicolas Sarkozy, d'avoir répondu ça. Essayez de trouver. En général, quand est-ce qu'on dit du bien des gens? Quand ils sont morts. Non. Quand ils sont pas là. Non. Quand on veut leur demander quelque chose. Non. S'il veut se la faire. La plupart du temps, on aime bien les gens, on dit bien du gens. Quand ils disent du bien de vous. Bravo Christine, bravo, exactement. Nicolas Sarkozy a répondu à Monsieur Raffarin. Écoutez, Cécilia s'est sentie obligée de dire ça car le couple Hollande-Royal passe son temps à dire beaucoup de bien de nous. Je trouve que c'est un argument imparable. Hein, c'est incroyable ça alors. Alors vous croyez que c'était ironique de sa part à Sarkozy? Non, je crois que s'il peut un petit peu rentrer dans l'art de Raffarin, ça lui fait bien. Ça dépend si le nous, c'est nous, Cécilia et Nicolas, ou si c'est nous, l'UMP. Parce que ça peut encore s'entendre de deux façons. Nicolas et Cécilia. Non, je vois pas Hollande dire du bien de l'UMP. Mais c'est vrai ce qu'il dit Sarkozy en tout cas. Je sais qu'un des plus grands amusements de Gilbert Rozon, qui nous rejoint parfois ici le mercredi soir, c'est quand il est à table avec une dizaine de convives, puis qu'il y a quelqu'un qui commence à descendre, quelqu'un en disant beaucoup de mal pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Gilbert ne dit rien et au bout de 20 minutes, il dit c'est dommage que tu dises ça de lui parce que tu sais qu'il t'aime beaucoup. Et là, d'un seul coup, tout change. D'un seul coup, tout change. Ah ben oui, mais c'est vrai que finalement, c'est vrai, non, je retire ce que j'ai dit. Mais on est tous comme ça, non? Donc je trouve que la réponse de Nicolas Sarkozy est assez amusante. Je retourne dans Paris Match parce que là, il y a une interview assez incroyable dans Match. Interview de Jean-Marie Perrier qui sort un nouveau livre, Le temps d'apprendre à vivre. 300 pages sur sa vie dans le showbiz, à côtoyer évidemment les plus grands, des Stones, de Claude François, Johnny, les Beatles, tous les yéyés. Et
Tout l'interview accordé à Catherine Schwab, tout l'interview porte sur le fait que dans ce livre, cette fois, Jean-Marie Perrier ne parle plus une seule fois d'Henri Salvador. On sait que dans son livre précédent, Jean-Marie Perrier avait révélé qu'il était le fils naturel. Tout le monde savait, ça commençait à se voir quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ça commençait à se voir. Oui, il avait révélé qu'il était le fils naturel d'Henri Salvador. C'est son sosie, arrête. Et alors là, d'un seul coup, on dit, mais vous publiez 300 pages sur votre vie dans le showbiz à côtoyer les plus grands et plus rien sur votre père biologique, Henri Salvador. Jean-Marie Perrier répond, il y a 2 ans et demi, je lui avais envoyé mon précédent bouquin dans lequel je parlais de lui pour la première fois. Il ne m'a pas répondu. Depuis ce livre, alors qu'on se voyait sans arrêt avant, je ne l'ai jamais revu. Plus un mot. Les seules choses que j'ai lues ou entendues de lui à mon sujet depuis ces 2 ans sont désagréables. Par exemple, quand un journaliste récemment lui demande quels sont vos rapports avec votre fils Jean-Marie, il répond, mes seuls enfants, ce sont mes chansons. Ça me fait exploser. J'ai 64 ans, ma vie est faite, mais j'ai été humilié pour mes 3 enfants. Ah, mais alors, le journaliste dit, mais est-ce que Henri Salvador connaît ses petits-enfants, vos enfants? Donc, bien sûr, depuis 1982, à l'époque, c'est lui qui était venu me rencontrer à Los Angeles et a voulu voir mes enfants. Aucune raison de ne pas lui faire plaisir. C'est ainsi qu'on a vraiment commencé à faire connaissance. Mais alors, depuis 82, vous avez tissé une vraie relation familiale. Oui, pendant 20 ans, j'ai fait des photos, tourné des clips pour lui, on a fait des voyages, on allait au resto. Bref, on était devenus proches. Aujourd'hui, la plus belle histoire du monde est devenue minable, voire vulgaire. Je ne suis pas fier d'en parler ainsi dans la presse, dit Jean-Marie Perrier, moi qui déteste les déballages dans les médias, mais je m'en fous de faire un truc inélégant, je veux balayer ce sentiment de mortification pour mes gosses, eux, je veux qu'on les respecte. Vos enfants sont blessés? Oui, ils ne comprennent pas. Je leur annonce d'abord qu'ils ont 2 grands-pères, un blanc, un noir, il faut quand même digérer la nouvelle, puis il faut raconter l'histoire à l'envers, je me suis trompé, finalement votre grand-père ne vous aime plus. Mes enfants ne sont pas des jouets, on ne les prend pas pour ensuite les jeter. Vous vous rendez compte un peu, c'est violent comme interview. On lit rarement ça dans une interview. Difficile en même temps d'effacer une telle révélation, dit la journaliste. Je ne l'efface pas, je ne veux plus qu'on m'en parle. Quand dans la rue, les gens, croyant me faire plaisir, me disent « on aime beaucoup votre père », eh bien maintenant, je ne veux plus l'entendre. Mon seul père, c'est François Perrier. C'est lui qui m'a élevé et lui, il ne m'a jamais laissé tomber. Je trouve que c'est beau en même temps, non? Mais attends, le problème, c'est que quand la maman de Jean-Marie Perrier était avec François Perrier, est-ce qu'elle a eu une liaison avec Henri Salvador ou est-ce que... Comment c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ça qui est intéressant de savoir. Est-ce qu'elle l'a trompé? Non, elle était avec François Perrier qui a voulu l'épouser. Et elle lui aurait dit, enfin tel qu'on m'a raconté l'histoire, c'est que Jean-Marie me l'a raconté, elle lui aurait dit, tu sais, je suis enceinte et je ne sais pas si c'est de toi ou de mon précédent. Et il a dit, peu m'importe, moi je veux t'épouser. Il s'est marié, l'enfant a été Jean-Marie, qui était un peu foncé. Bon, donc elle s'est aperçue que c'était de l'autre, et ils n'en ont plus jamais parlé, ni entre Jean-Marie, ni entre François Perrier, ni entre Jean-Marie et sa mère. Ni histoire, mais est-ce que Jean-Marie était au courant tout de suite? Jean-Marie était au courant à l'âge de 17 ans, en amant de sa mère, qui lui a dit, tu sais, ton père, c'est... Et il lui a montré un disque en lui disant, tiens, regarde, voilà ton papa. Mais il le raconte dans son livre. Mais bien sûr, on révèle rien. Alors, la fin de l'interview est assez émouvante aussi, hein, mais on vous sent tendu, bouillonnant, dit la journaliste. Cette histoire m'a gâché ma jeunesse, dit Jean-Marie Perrier. J'en étais sorti, psychanalyse, bouquin, affaire enfin réglée, et voilà que ça me recolle au doigt comme du papier bonbon, je voudrais que ça s'arrête. Mais vous allez ternir l'image d'un artiste adoré par plusieurs générations, insiste la journaliste, quand même a réussi à décrocher une interview assez incroyable. Et là, Jean-Marie Perrier conclut, j'en ai conscience que je vais peut-être ternir son image, c'est un des mecs les plus populaires de France, Salvador, mais cela n'enlève rien à son énorme talent. Il est en concert à Paris, allez le voir, c'est un grand artiste, un chanteur formidable, mais ne m'en parlez plus, c'est tout. Hein, c'est rare de lire ça quand même. C'est-à-dire que, bon, moi je connais très très bien Jean-Marie, on est amis d'enfance, quand on était tout petit. Et puis après on a continué à se voir quand il était photographe à Salut les copains, et puis on faisait toutes les tournées en France avec les Rolling Stones, avec les Beatles, avec tout ça. Et Jean-Marie et moi, on était dans les halls d'hôtel toute la journée, toute la nuit à les attendre. Et Jean-Marie a toujours été hanté par cette histoire, parce que tout le monde savait. Il disait mon papa, vous voyez François Perrier, et il était légèrement bronzé. Et donc, à 63 ans, psychanalyse, il écrit le bouquin, et comme il le dit, il accouche, c'est terrible. Je veux dire, toute sa vie, il a eu ça qui lui a collé aux fesses. Ça y est, il pense qu'il s'en est sorti. Et boum, l'autre le renvoie dans ses cordes. C'est monstrueux. Enfin bon. Je sais plus. Parce qu'en plus, Jean-Marie est un type formidable. Moi, j'adore Jean-Marie Perrier. Il y a comme ça une histoire où il y a un couple qui se déchire, qui s'insulte, et la bonne femme lui dit, t'es un salaud, je t'aime pas, je te déteste, je veux plus...
Et lui, il dit, moi, je n'entends que des mots d'amour dans tout ça. Eh bien, moi, dans tout ce que vous venez de lire, je n'entends que des mots d'amour dans tout ça, de la détresse d'un enfant qui est rejeté par son papa. Oui, mais c'est unilatéral, là. Faudrait aller au concert d'Henri Salvador, et puis... C'est pas mal ce que tu dis, c'est pas mal, mais c'est premier degré un peu. Non, je trouve que c'est une belle analyse en même temps, bien sûr. Moi, j'ai dîné avec lui hier soir. Henri Salvador Non, avec Jean-François, avec Jean-Marie. C'était pour la sortie du livre de Zouzou. Zouzou, la twisteuse. Alors, on a parlé un peu. Et il m'a dit, il me fait chier. Au fond, c'est un type qui est avare. Il a fait ça parce qu'il a eu peur que je vienne lui réclamer du pognon, maintenant qu'il en gagne beaucoup. Il s'est marié 15 jours après que mon livre est sorti, surtout pour avoir des héritiers, des trucs comme ça. Je n'ai aucune estime pour ce mec-là. Et c'est vrai que je lui ressemble, c'est vrai que j'ai du talent, mais il me fait chier, il m'en parle plus. Voilà, exactement ce qu'il dit dans le bouquin. Et je crois pas du tout que ce soit... Je crois pas que ce soit là. C'est l'émission où tu en sais plus que quand tu lis les journaux. C'est un peu notre métier, puisque c'est nous qui les écrivons. C'est nous qui les écrivons. C'est pas bien que j'attends pas Gala ou match pour savoir ça, puisque je les écris. Mais c'est incroyable. Elle est en train de dire c'est incroyable. Moi aussi, non, mais je vois bien qu'il y a de l'ironie dans cette bonne femme. On apprend. Non, mais quand même, moi, ça m'est jamais arrivé. Le type qui a dîné avec lui et l'autre qui était pote avec lui à 17 ans. Quand j'aurai un doute sur quelqu'un, j'irai vous voir, tu vois. J'ai envie que vous racontiez des histoires. Hier, moi, j'ai bouffé avec mon pote Robert. mais ce que dit Pierre, d'ailleurs, il ne fait pas de révélation, est aussi, je l'avais pas sélectionné, mais est aussi dans l'interview, puisqu'à un moment donné, la journaliste lui dit, votre précédent livre, Enfant gâté, c'est ça qui a tout gâché, ou est-ce que c'est son mariage à Henri Salvador, intervenu peu longtemps après? Et là, Jean-Marie Perrier répond, peut-être les deux. Il a construit une nouvelle vie, nous n'en faisons plus partie. Et là, la journaliste insiste, elle est quand même bonne, la journaliste. Elle dit, Salvador est un homme riche, les mauvaises langues prétendent qu'il est le jouet de manœuvres intéressées. Et là, Jean-Marie Perrier répond, en tout cas, moi, je ne veux rien de lui, rien. Et je ne suis pas en mal de père, j'en avais un, je veux juste qu'on ne parle plus d'Henri. Donc effectivement, ça rejoint exactement ce que vous venez de dire, Pierre Bénichou. Écoutez, on va parler plutôt musique, vraie musique. Oui. Alors, j'ai dîné avec Mozart hier soir. Mais non, mais... Il m'a dit, pour les droits d'auteur, demande à Beethoven. D'accord. Ce soir, je vous propose d'aller à un concert en faveur des maladies rares dont sont victimes les enfants. Les familles d'enfants malades proposent un disque qui s'appelle A Child is Born, un enfant est né. La famille du jazz se mobilise contre les maladies rares. Alors, on y retrouve Jackie Terrasson Trio, Baptiste Trottignon Solo, Birelli Lagrène, André Ceccarelli, Jeannette Lindstrom, c'est des noms qui vous disent quelque chose, Jean-Bernard ? Oui, c'est un batteur. Ce concert, c'est ce soir, donc à l'auditorium de l'UNESCO, avenue de Suffren, dans le 7e arrondissement de Paris, au bénéfice du centre de génétique de l'hôpital Necker Enfants Malades. Ce soir, donc, auditorium de l'UNESCO à 20h30. Je vous propose juste un extrait, comme ça, très vite, de Birelli Lagrène. Donc ce soir, Paris UNESCO, auditorium de l'UNESCO, 125 avenue de Suffren, c'est métro Ségur dans le 7e arrondissement de Paris, au profit des enfants malades. On se retrouve tout de suite après le flash de 17h. Bonne nouvelle pour les porteurs de cartes Intermarché. Du 28 janvier au 8 février, 20% du montant total des achats au rayon change, lingettes et alimentation bébé, hors lait infantile, seront crédités sur leur carte de fidélité. Comment on arrête ce truc ? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. Créer ou reprendre une entreprise, informations, formalités, conseils personnalisés et opportunités. Rendez-vous avec l'artisanat au Salon des entrepreneurs du 28 au 30 janvier au Palais des Congrès de Paris. L'artisanat, première entreprise de France. Après Microcosmos et le peuple migrateur, Macfin présente La planète bleue. Vue du ciel, la Terre est une planète bleue, recouverte à 70% par de vastes étendues d'eau. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Plongé dans un monde inconnu, le 4 février au cinéma. La planète bleue, un film Europe 1. Top 3.
3, Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés Peugeot Pack CD. Numéro 1. Un tuyau. Il faut investir dans le Pack CD. Valeur d'avenir, toutes les études le confirment. Son prix est à la baisse et son suréquipement à la hausse. Du 5 janvier au 30 avril 2004, dans le réseau Peugeot participant, venez découvrir la gamme Partner, Nouvel Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels. C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible, et pourtant, qui connaît son nom? Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Marek Alter, Tzipora. Dans l'Égypte de Pharaon, la couleur de sa peau est celle des esclaves. Mais c'est elle, l'étrangère, que Moïse va aimer. Et c'est elle, l'amante passionnée, qui aidera le prophète à triompher de l'enfer du désert pour sauver son peuple et accomplir son destin. Après le succès de Sarah, découvrez Tzipora de Marek Alter, le 2e volume de la Bible au féminin. Un livre Robert Laffont. La vie des uns. La vie des autres. Justine utilise de l'essuie-tout pour essuyer les vitres, les tables, la salade. Et aussi pour se moucher, parfois. Justine est allergique, surtout aux grosses dépenses. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, Justine trouve le lot de 4 rouleaux essuie-tout, le moins cher, à 86 centimes, moins d'1 euro. Oh, c'est poussière. Et oui, toute l'année, chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr. Un hélicoptère de l'armée s'est écrasé dans les Bouches-du-Rhône. 3 militaires sont morts. Il s'agit apparemment de 3 capitaines. L'appareil s'est écrasé près d'Aix-en-Provence, dans les environs de Roquefavour, dans une zone forestière, ce qui a provoqué un début d'incendie. 2 Canadair ont été envoyés sur les lieux. On ignore pour l'instant les causes de cet accident. La brigade de gendarmerie des transports aériens de Marignane est chargée de l'enquête et une enquête interne va également être lancée. Une deuxième tour aéro-réfrigérante de l'usine ExxonMobil près du Havre est arrêtée sur ordre du préfet de Seine-Maritime. Des traces de légionelle ont été détectées. D'après les analyses, le taux est 3 fois supérieur à la limite autorisée. Et ce, alors que l'origine de l'épidémie de légionellose dans la région de Lens a probablement été identifiée. La maladie a bien été diffusée par l'usine Noroxo qui se trouve à Arnes, mais la bactérie se trouvait en fait dans une autre usine près de Valenciennes. Elle fournissait des déchets à l'entreprise Noroxo pour les retraiter. Et la bactérie se serait donc propagée par les déchets. En 3 jours, les douaniers de Dunkerque ont mis la main sur plus de 7 tonnes de tabac et de cigarettes de contrebande. Ces saisies ont eu lieu dans les ports de Calais et de Dunkerque. Un homme arrêté lundi au volant d'une camionnette avec 130 kilos de cigarettes a été condamné à 6 mois de prison, dont 2 fermes. Le ministre de l'Agriculture, Hervé Guémard, annonce un plan de 15 millions d'euros pour aider la filière porcine. Ce plan prévoit notamment d'améliorer les circuits de commercialisation du porc en France et à l'étranger. Il prévoit également de regrouper les producteurs qui devraient être 25 dans 5 ans au lieu de 90 aujourd'hui. La filière porcine a des problèmes structurels. Pour le 3e jour consécutif, des dizaines d'éleveurs occupent la Chambre d'agriculture de Bretagne. Ils réclament des mesures pour augmenter les prix du porc. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Olivier Samin? Eh bien, le CAC 40 est toujours en baisse. Il abandonne 1,06% à 3667 points. À New York, le Dow Jones reste dans le vert, plus 0,3%. Mais le Nasdaq perd du terrain, moins 0,7%. À Paris, c'est maintenant AXA qui plonge le plus. L'action recule de 4,4%. Les AGF ne sont pas loin, moins 3,1%. L'autre forte baisse du jour, c'est celle de ST Microelectronics, moins 4,3%. Le marché juge décevante la marge brute publiée hier soir par le groupe franco-italien pour le 4e trimestre 2003. Enfin, du côté des pharmaceutiques, Sanofi se replie de 0,1% et Aventis gagne 1%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courus. Premier le 3, 3,31,40. Deuxième le 2, 2 euros. Troisième le 4, 1,80. Dans la 4e, le 14 était non partant. Premier le 10, 5,20 et 2 euros. Deuxième le 11, 4,60. Troisième le 8, 2,60. Sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la 3e tous courus. Premier le 4, 3,10 et 1,20. Deuxième le 2, 1,20 et troisième le 7, 1,40. Et enfin la 4e course toujours à Cagnes, tous courus. Premier le 3, 8,80 et 2,20. Deuxième le 4, 3 euros. Et troisième le 5, 1,30. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des villes mythiques. Et ce soir, ce sont les portes de Rome qui vont s'ouvrir. Arte Découverte du lundi au vendredi à 19h. Votre enfant fait toute la nuit et vous faites toute la journée. Respirez. Il y a Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament.
Ne pas utiliser avant 6 ans. Écris, Marc. Écris à notre redouté Cromwell. Je vous écoute, maître. Moi, Mathieu Chardlake, me voici donc en mission secrète au monastère catholique de Scansey. Ici, les moines ripaillent et cèdent à leurs instincts licencieux. Ici, l'on tue les envoyés du roi. Il n'y a ici qu'âmes en perdition. Il faut en finir et prononcer la dissolution. Mais la demoiselle si belle. Dissolution. Dissolution de ces J-Sanson, morsure de la tentation, mystère de la foi. Dissolution aux éditions Belfond. L'événement Carrefour. Oh, il est trop chou le jean marine de ton fils. Madame, c'est refusé hein, dis donc. Non, 100% coton, du 2 au 8 ans et 7,90 € seulement chez Carrefour. Quoi? Mais tu nous as pas prévenus. Eh les filles, faut vous tenir informées, hein. Mais attendez, je vous ai pas dit le pire. Quoi? J'en ai même pris un deuxième, bleu celui-là. Chez Carrefour, en ce moment, c'est un jean acheté, un jean offert. Non. Si, les filles. Si. Jusqu'au 7 février, c'est l'événement Carrefour avec des prix cousus main qui vont faire plaisir à toute la famille. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positive, voire conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Christine Bravo, Christophe Alévèque et Philippe Vandel. Allez, je vais faire un petit tour de table. Philippe Vandel, est-ce que vous avez des voisins qui vous emmerdent? Pas du tout. Pas du tout, tout va bien. Mon seul voisin. Bon, vous, Jean-Bernard Hébé? Non, c'est plutôt le contraire. C'est vrai. Alors j'ai quelque chose pour vous, pour les emmerder encore plus. Vous, Pierre? Non, pas du tout. J'ai des voisins absolument charmants. Christine? Non, mais c'était plutôt le contraire aussi. Mais Au 17 rue du Lucernaire, oui. Je les emmerdais aussi. Donc, à chaque fois que je partais un week-end, je branchais l'aspirateur tout le week-end à fond. Ah oui? C'est pas vrai. Si, juste au-dessus des conduites. J'ai quelque chose pour vous aussi. Les mecs qui dormaient pas. Christophe, vous? Bah, des voisins qui vous emmerdent, c'est un pléonasme. Oui, moi j'ai des voisins qui m'emmerdaient parce que là je les ai. Je les ai fait renvoyer dans leur pays. Mais, c'était les flactifs. Mais moi c'est plutôt l'inverse. J'ai dans les mains un CD pour vous. 20 manières de calmer vos voisins bruyants ou d'emmerder vos voisins si vous en avez envie. C'est un CD vendu avec des bouchons d'oreilles pour que vous ne soyez pas emmerdés par le CD. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors sur ce CD, vous avez des tas de bruits pour emmerder. Alors, par exemple, on peut mettre le numéro 1, c'est la perceuse. Ah, c'est génial. Ça, voilà, vous mettez le CD, la perceuse, et hop, c'est parti. Vas-y, fais péter. C'est génial, c'est un CD. Alors, on va mettre le 3. Je vais vous demander de deviner les bruits. Le 3, numéro 3, allons-y. Ah, ça, c'est Bénichou. Ça, c'est le tournevis. Moi, j'ai dîné avec elle hier. Ça, je connais. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah bon? Quand les voisins... Si, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est nettement plus emmerdant Non, que la perceuse. c'est que normalement, on n'entend pas ce son-là. Je vois pas pourquoi il faut écouter ça aux voisins. Moi, je l'écouterai moi-même. On peut l'arrêter là, s'il vous plaît, merci. Non, mais c'est super énervant d'entendre ça les nuits d'été, les soirées d'été. Mais ça fait pas ce bruit-là. Parce que là, on entend le souffle. Alors que c'est pas vrai, à travers une cloison, on entend de loin. C'est un peu comme Pourquoi tu fais le chien? Est-ce que tu fais bien l'amour? Vas-y, refais-nous le bruit de l'amour. On entend que la fille. En numéro 7, ça, alors on a tous vécu, la voisine qui marche avec des talons aiguilles. Numéro 7. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, c'est bien fait quand même. Hein. Elle a des sabots. Sur la plage qui suit, on a la scène de ménage en numéro 8. C'est pas mal la scène de ménage. Est-ce que c'est bien joué? On va écouter. Ah, c'est une belle scène de ménage. On se croirait chez les Sulitzer. Non, ça a été enregistré à Vilnius. Ouais. Le vent te portera. En 11, ah bah 11, en 11, il est actuellement chez moi, écoutez-le. Ah, c'est infernal. C'est le là, pire. Non, là où c'est très salaud ça, ce c'est truc, le pire, c'est que ça excite le chien du voisin qui se met à répondre. Ah, ça, c'est le pire. En plus, c'est la douleur, donc tu te sens coupable. Allez, un dernier pour la route, le ménage en grand. Ah oui, ça c'est vrai que la voisine qui fait le ménage en grand, ça fait... En salon. C'est pas et mal. En faisant l'amour. Allons-y. Le truc le pire, c'est ce que tu racontes que t'as fait, Christine, c'est de poser l'aspirateur au sol parce que ça se transmet par les vibrations. Bien c'est sûr, horrible. il ne faut pas mettre ça sur un disque, il faut vraiment poser l'aspirateur. Le pire, c'est la solitude, le pire. Le pire, c'est quand il n'y a pas de bruit.
Moi, j'ai un voisin hyper discret, il s'appelle Alain Souchon, donc maintenant vous connaissez sa rue. Oui. C'est vraiment mon voisin très proche. Et puis alors, un été, le 15 août, son alarme se met en route. C'est Woolsey? Non, c'est des Souchons. Allô, maman Bobo? Et ça se met à brailler, évidemment, week-end du 15 août, personne dans le quartier, donc ça faisait chier personne, sauf moi, parce que moi j'étais là. Alors, je dis, c'est pas possible, faut faire quelque chose et tout. Et je vois 2-3 voisins, je dis, faut appeler les flics, faut faire quelque chose. Ah bah non, c'est monsieur Souchon, on va pas, Souchon quand même, ouais. Moi j'ai appelé les flics, je te dis pas, j'ai foutu le barda. Ils sont allés péter son alarme et tout. Ils sont allés péter sa porte. Il y avait des voleurs? J'ai jamais dit, non pas du tout, mais il a jamais succédé moi. Et c'est pourquoi vous le dites cet après-midi. Maintenant il est au courant. Comme ça c'est fait. Ça fait 5 ans, il y a prescription. Oui. Mais c'est vrai qu'il me salue très gentiment depuis 5 ans. Nous on avait une voisine où ça gueulait tout le temps chez eux, enfin ils gueulaient plus fort que chez nous, donc on les entendait. Et ça gueulait, mais vraiment tout le temps, puis au bout d'un moment elle faisait « Ah, il marre! Au secours! Au secours! Tu me fais chier !» Et un soir on entend pareil que ça « Au secours! Au secours !» Alors évidemment personne ne bouge, et ben il était en train de se faire cambrioler. Vraiment par des mecs. Tu sais ce qu'il faut crier? Il faut crier au feu pour te faire aider. Faut jamais crier au secours. Tu cries au secours, personne. Tu cries au feu. Ils ont peur. Ah bah moi au secours j'y vais, hein. J'aide le voleur, moi. Hein. Tu cries au secours, les gens. Les flics te le disent. Ils disent, si vous criez au secours, les gens rentrent chez eux et ferment leur porte à clé. Ils sortent. Tu dis au feu, ils sortent. Eh oui. Ah oui, j'avais jamais pensé à ça. Mais si, il faut crier au feu. Très bien. Même quand il n'y a pas de feu, donc. Mais, bah bien sûr. Mais après, si les pompiers arrivent, après, enfin, s'il y a le feu, criez au secours. Oui, Alors, ce CD s'appelle 17 minutes d'enfer pour les voisins. C'est chez Atypique que vous pouvez le trouver, parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont vouloir pour faire un cadeau. Ça coûte moins de 30 €. Vous pouvez le commander sur Internet, aussi sur www.atypique.com. Ça pourrait coûter plus cher, parce qu'il n'y a pas de prix pour faire chier tes voisins. On peut le commander par téléphone aussi au 46 06 28 32, 46 06 28 32. Autant donné, on s'en est bien servi, donc c'est mérité qu'on leur fasse un peu de pub. Mais le pire que j'ai eu, moi, c'est quand même la violoniste. Ah oui. La violoniste qui fait ses arpèges. Ah oui. Et quand je Vous avez été voisin avec Catherine Lara? Oui. Non, mais ça aurait été. Ah non, il y a bien, bien, mais qui ne sait pas jouer, qui apprend et qui fait ses gammes. Horrible. Et la lettre à Élise. Et code suicide sur la lettre à Élise. Oui. À la 68e fois, tu te butes. Hein. Et jeux interdits. Faire la guitare. Jeux interdits. Narcisco Yepes. C'est drôle parce qu'il y a 10 minutes, vous aviez tous des voisins très sympas. Ouais. Non, on a déménagé. Moi, c'est pas mon premier appartement. Moi, j'ai connu. Oui, parce que vous n'osez pas parler des voisins actuels, en fait. Ah non, les voisins actuels, c'est un grand appartement, un grand immeuble, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a du bruit, je mets mon alarme très fort et ça couvre le bruit des autres, ça fait plus qu'il y a les autres et les autres arrêtent. Et c'est vrai. Non mais c'est vrai, tout le monde le dit, j'ai l'alarme facile moi. Allez, un mot de la télé-réalité avec Popstar, qui est de la version turque de Star Academy. Ça se passe en Turquie. Quoi Pourquoi la version turque? Ah, le Popstar turc? Bah, le Popstar turc, quoi, si vous voulez. Bah, ça existe ici, Popstar. Oui, ça veut dire que c'est sans cuvette. Sans cuvette. Voilà, c'est ça, c'est la même merde, c'est qu'il y a que les chiottes qui sont pas pareilles. Bon, enfin bref, l'émission Starac ou Popstar en Turquie fait un malheur actuellement, des records d'audience, et divise le pays. Les Turcs sont partagés face à cette émission. Bah tiens, voilà, encore une devinette. Parce que les femmes sont non voilées. Non. C'est un candidat. C'est un candidat qui est en tête, il faut le dire, de ce concours de Starac, qui gagne toutes les semaines. Mais il y a un problème, il est arménien. Il est barbu. Non, il n'est pas barbu, il n'est pas arménien. Il est kurde, ouais. Pire que ça, hein, quand même. Hein. C'est une femme, c'est un travelot. C'est dans le Nouvel Obs, vous pourriez le savoir. Homosexuel. Non, c'est un travelot. Ça, on en a vu d'autres. Il y avait un transsexuel kurde turc, qui chantait, ou israélien, je me souviens plus. Israélien. Ah oui, non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il a? Ah bah, je vous le demande. Handicapé. Non. Pourquoi est-il la question? Quelle est votre répétez votre question. Qui chante juste. Non, c'est pas compliqué. Et voilà, ce candidat est devenu le chouchou d'une moitié des téléspectateurs et les autres trouvent ça quand même un peu limite. Pourquoi? Parce que il n'a pas de moustache. Il a abandonné ses enfants. Attends, est-ce que ça a rapport Alors avec voilà, la religion? déjà on se rapproche. Il n'a pas du tout abandonné ses enfants. Mais c'est déclaré. Mais c'est une histoire de vie privée. Il n'a pas d'enfants. Il a 2 femmes. Non, il n'a pas 2 femmes. 3. Non, non, pas de femmes. La presse a révélé quelque chose sur lui d'assez terrible. Ça rappellerait presque Greg le millionnaire, hein, vous vous souvenez? Il a fait de la prison. Alors il a fait de la prison, mais pourquoi? Pour viol. Pire encore. Pour meurtre. Pour meurtre, voilà. Il a été condamné. Tu es qui? Parce que si tu tues quelqu'un qui t'agresse, c'est pas. Si ça c'est de la légitime Il a défense. été condamné à 5 ans de prison pour le meurtre d'un de ses cousins au cours d'une bagarre.
Mais son enfance douloureuse a attiré aussi la compassion des téléspectateurs qui le désignent favori du concours. Les Turcs se déchirent, à savoir, faut-il soutenir ce candidat ou pas, qui a été un assassin et qui a fait 5 ans de prison. Est-ce qu'il le savait? À la télévision turque, bien sûr. Eh oui, ils savent choisir, c'est ça qui m'épate. Ils savent choisir vraiment les bons candidats. Quand quelqu'un a purgé sa peine, je te signale qu'il est quand même, il a payé sa dette envers la société, donc il est totalement réinsérable. Qui a un enthousiasme formidable et en fait qui est mal placé. C'est pas qu'ils savent choisir les bons candidats, c'est que l'histoire d'un homme, quelle qu'elle soit, est toujours fascinante. Dès qu'on entre dans l'histoire de quelqu'un, il y a des trucs fantastiques. Tiens, moi, par exemple, vous n'avez pas intérêt à faire une émission de télé-réalité, les dossiers. J'ai des casseroles. Vous, Pierre, on pourrait raconter des trucs sur vous aussi? Non, parce que j'ai tout bétonné, mais sur ça, il y aurait un truc formidable, sûrement. Il a tout bétonné. Vous, Jean-Bernard, il y aurait des casseroles aussi? Oh bah oui, évidemment. Vandel, bien sûr, puisqu'après ils cherchent, si c'est pas au premier niveau, ils vont au second, puis au troisième, au quatrième, ils trouvent toujours. Mais par qui je suis entouré? C'est fou ça. Alors. Regardez. Ah moi, rien. Regardez cette histoire extraordinaire de Nicholson, Jack Nicholson. Il m'a raconté personnellement. Le name dropper. Alors, Tiki Olgado, Helmut Knudsen. C'est parce que Jean-Marie Perrier. Pardon pour la mémoire de Tiki Olgado, jusque-là c'était crédible. Mais Jack Nicholson. C'est une histoire vraie. Il dîne plusieurs fois par soir. Mais non. Il m'a dit, moi j'ai toujours un réflexe avec les journalistes. Je dis, mais c'est idiot ce truc-là quand on est vedette comme toi. Il me dit, mais c'est pas ça, c'est que il m'est arrivé un truc terrible dans ma vie. Quand j'ai joué dans Easy Driver et que je suis devenu du jour au lendemain une vedette alors que je traînais à Hollywood depuis très longtemps, ils m'ont fait la couverture de Time Magazine. Et dans Time Magazine, ils ont mis ce qu'on appelle des researchers, c'est-à-dire des enquêteurs formidables. Ils sont allés enquêter sur ma vie et ils ont trouvé une chose incroyable, c'est que ma sœur, qui venait de mourir juste avant que je devienne vedette, avec qui j'avais vécu. J'étais parti de mon petit village où j'habitais, toute petite ville de province en Amérique, pour aller à New York, et avec qui je vivais à New York pendant que j'étais. Eh bien, ma sœur, c'était ma mère. Et que, comme cette jeune femme m'avait eu à 17 ans, pour qu'il n'y ait pas de scandale, ma mère l'avait envoyée à la campagne, et ma mère s'était mis un faux ventre de femme enceinte. Elle est allée accoucher à la campagne. C'est donc ma sœur qui a accouché. Et quand ma sœur est revenue, elle a dit, voilà, j'ai eu un autre enfant, et voici sa sœur. Et seule la mère et la sœur le savaient. Je comprends plus rien. J'ai rien compris. Seule la mère. Tu t'es gouré. Non, pas du tout. Tu as dit quand ma sœur est J'ai pas revenue. compris. En tout cas, Jack Nicholson est le seul mec à qui on peut dire nique ta mère et qui va te répondre et ta sœur. Non, mais vous l'avez compris, cette histoire. Pas vraiment. Mais oui, c'est sa sœur. C'est celle qu'on faisait passer, que sa mère faisait passer pour sa sœur, qui était en fait la vraie mère. Et alors, qui était la fausse mère? La fausse mère, c'était sa grand-mère. Voilà. Ah, bah oui, voilà. Ah oui, d'accord, là on a compris. Ça y est. Eh ben, Paul Newman m'a raconté avant-hier soir à peu près la même histoire. C'est pas une histoire fascinante, ça, quand même. Ouais. Parce que hier, je bouffais avec Tom Cruise. Et alors donc, attends, viens-en au truc. Et donc, les researchers de Times découvrent ça et racontent cette histoire. Et lui apprend cette histoire incroyable en lisant Time Magazine. Il le savait pas. Il ne le savait pas. Et je lui ai dit, mais tu as dû faire une drôle de psychanalyse. Il dit non. La psychanalyse, c'est pour découvrir des choses comme ça. Moi, on me l'avait dit d'un coup. Le choc était fini. C'est une belle histoire, hein. Rendez compte. C'est une histoire inouïe. Vandel. L'inverse. Il y avait Christophe Nick, qui est maintenant un grand journaliste qui a fait des livres avec Péon sur TF1. Son premier reportage au journal actuel, c'était un fait divers dans le Jura, je crois, en tout cas dans l'Est de la France. Et la première phrase, le truc avait été rewrité et bien rewrité par Patrick Rambaud. Rewrité, ça veut dire réécrit. Hein. Voilà, par Patrick Rambaud, qui a eu le Goncourt depuis, qui a un coup de plume phénoménal. Et la première phrase, c'était découpé en rondelles, il flottait dans le Doubs. Et ça racontait l'histoire d'un mec qui avait été coupé en rondelles et qui l'avait tué, pour quelle raison, etc. Le journal sort, 15 jours plus tard, le mec, il vient, il sonne actuel, il était vivant. Oh merde. Ouais, comme vous dites, 8 pages et 25 feuillets sur un type qui était vivant. Apprendre sa mort par la presse quand on est vivant, c'est quand même plus agréable que le contraire. Surtout apprendre qu'on a été découpé en rondelles. En fait. On a l'air d'un sacré menteur. Tiens, quelque chose d'exclusif dans l'hebdomadaire Le Point.
l'attentat déjoué du Paris-Dakar. On savait tous que 2 étapes du Dakar avaient été annulées, souvenez-vous, les 10e et 11e étapes. Un point noir qui a coupé le rallye dans son élan, avait dit une dépêche AFP à l'époque. Mais là, le point est beaucoup plus précis. Ça a failli vraiment tourner au drame. Une centaine de fous d'Allah, une troupe de fanatiques armés et décidés, avaient planifié de faire un carnage et même de prendre en otage un groupe de concurrents du Dakar. Dont Gérard Rolls. Dans le plus grand secret, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, a empêché in extremis la réalisation de ce projet. Le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, qui s'était illustré dans le Sahara algérien et qui avait enlevé, souvenez-vous, il y a quelques mois... Les prêtres. Non, les 32 Européens, Allemands et Autrichiens qu'on a recherchés pendant des semaines et des semaines. C'est les mêmes. C'est un émir qui s'appelle Abderrezak le Para, c'est son surnom, qui a constitué un groupe très efficace avec des mécènes. Et alors, c'est un ancien para. Et alors, ils avaient quand même réussi à se procurer un matériel incroyable, d'après Le Point. C'est-à-dire que l'émir avait acheté auprès de trafiquants de la région des mitrailleuses lourdes, 12-7, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, sur des véhicules 4x4, des mortiers et des canons anti-aériens. Et il s'apprêtait à attaquer le Dakar avec tout ça. On est compte un peu le bordel que ça aurait pu être si... On avait su quand même, on avait su un petit peu. Ils avaient dit des pillards. On pensait pas que c'était terroriste. On pensait qu'ils allaient se faire dépouiller simplement. Et en fait, avant même que le Dakar quitte la France, déjà, au cabinet des affaires étrangères, Dominique de Villepin, et il y avait une cellule de crise qui suivait jour par jour. Ils auraient mieux fait d'arrêter cette connerie de Dakar plutôt que d'aller faire ce truc-là. Ouais, vraiment. Et en plus de ça, quand on dit tuer un moineau avec un canon de 75, viser Gérard Rolls avec une mitrailleuse lourde, c'est quand même un peu gros, non? Ils auraient pu trouver une carabine, aurait suffi. Un lance-pierre. Si tout nous écoute, Gérard. Bon, alors je vais passer à autre chose. La lingerie homme dans Paris Match. Ça tombe bien parce que Jean-Bernard Hébé a ramené des États-Unis. Vous avez une vie intime particulière, Jean-Bernard et Pierre. Un très beau caleçon. Hein. Oui, il me rapporte des caleçons des États-Unis. Je ne vois pas en quoi ce serait un motif de divorce. Oui, non, mais parce qu'on ne les trouve que là-bas. Mais c'est un boxeur ou pas? Ah oui, oui, absolument. Enfin, non, c'est plus large qu'un boxeur. C'est mieux qu'un boxeur parce qu'il y a 3 petits boutons. C'est très bien. Et il y a un petit nœud derrière. C'est un peu ceinture espagnole, tu vois. Parce que là, Anne-Sophie Le Chevalier dans Paris Match nous dit que ça y est, hein, adieu le string pour les hommes, bonjour le boxer. C'est la nouvelle mode. Non, pour les hommes, je vous parle bien des hommes. Le Salon international de la lingerie. J'adore l'adieu. Oui, justement, c'était la dernière mode. Non, c'est pas ma génération. Ah, moi. Eh ben, c'est fini. Voilà. C'est le pantalon de Bélix. Mais vous avez pris une grande taille. Ouais, bah oui. T'as vu un peu large. Mais non. Il va pouvoir faire le Vendée Globe avec ça. Hein. Le Vendée Globe. Vous allez pouvoir l'offrir à Régine. C'est incroyable. Oh, mais il y a même 2 poches devant. Avec une poche, je me fais un slip. Oui. Et avec l'autre, une couette. Oui, mais Kersozon peut faire la non, grand mais voile. C'est une blague que vous lui avez faite ou... Oui, mais non, pas du tout. Ça, non mais non, ça dépend où on porte. Il m'a pris un 42, je suis un 38. Écoute... Eh ben, si tu me vois si grosse que ça, t'as qu'à le garder. J'ai foutu le caleçon à la figure. On va l'offrir à Carlos. Mais non, mais ça dépend où on le porte. Imagine où je le porte. À la taille. Bah, à la taille, ça devrait aller. Mais il n'a pas de taille. On ose. C'est inouï quand même. Bah, à mon avis, ça devrait aller. Seul le respect que j'ai pour les femmes en général ne me permettent pas de te dire ce que je pense de ta taille à toi. Non, mais on pourrait lui dire que ça pourrait J'en ai aller. marre, vous pouvez m'insulter sur ce que vous voulez, mais pas sur mon physique quand même. Je vous montre les dernières publicités Calvin Klein. Christine Bravo, je suis sûr que le nouveau modèle va beaucoup vous plaire. Calvin Klein, c'est le frère de Gérard. Dans l'Obs, parce que dans l'Obs, c'est dans le Nouvel Observateur que j'ai vu cette publicité. C'est vous, Pierre, qui posez là pour les... Non, c'est un autre noir, c'est pas moi. Chez Calvin Klein, on ose les sous-vêtements colorés maintenant, et même en velours câlin, nous dit-on. Ça, j'ai jamais vu ça encore, les slips en velours câlin. En clair, en tout cas, les caleçons moulants redeviennent à la mode. Et les strings sont abandonnés par les hommes. Ah bon? Moi, j'ai jamais porté. Moi, j'ai toujours mis des caleçons moulants. Je savais même pas que j'étais hors mode et maintenant que j'y reviens. Oui, c'est un éternel recommencement, hein, Vandel. Tiens, faites bien de parler parce que j'ai votre rubrique de VSD devant les yeux. Et vous nous parlez de, justement, la fameuse animatrice Ness qui a animé sur France 2 une émission de variété qui s'appelait Génération Succès. C'était le samedi 17 janvier dernier. Et alors, vous avez remarqué quelque chose? Oui, moi j'ai remarqué, elle a de belles loges, Ness. Est-ce que cela aurait réveillé ton serpent?
Alors, mais qu'est-ce qu'a fait Ness? Eh oui, parce qu'elle dit, enfin, moi je regardais l'émission et je me dis, tout le monde applaudit des gens que je connais pas. Alors elle dit, vous êtes tous contents, il y a une troupe ce soir qui sera avec nous toute la soirée, qui est composée de visages que vous connaissez tous, qu'il s'agit de Laetitia, Cindy, Fabien, Anne-Laure, Jo, Véronique, Alexandre, Pascal, ils sont tous là. Et moi je me dis, mais pourquoi je devrais connaître tous ces gens? Eh bien c'est des anciens candidats de la télé-réalité. Mais comme on peut pas dire, ils ont fait Star Academy et ils ont fait Popstar, parce que c'était sur France 2, et alors, tout est fait par des euphémismes. Mais en fait, quand ils arrivent... Euphémisme Winter. Là, Mais est-il sot? Là, je dément un peu ce que vous avez écrit. Est-il sot, le Tintin? Pardon, Philippe, mais... Et j'aime bien cette fille, mais c'est elle qui est un peu bête, parce que, très franchement, jamais la chaîne France 2, je parle en connaissance de cause, quand on reçoit des anciens de la Starac ou des anciens de Popstar, ben oui, on le dit. Bien sûr. C'est elle qui a eu peur, qui a précédé, je veux dire, voilà, elle s'est fait plus royaliste. Elle s'est fait plus royaliste que le roi, ou le producteur ou la productrice de cette émission. Parce que tu peux pas non plus tout de suite taper sur l'animateur. Oui, c'est peut-être la productrice ou le producteur qui lui a dit, surtout, ne dis pas, on va avoir des ennuis. Alors que c'est totalement idiot. On reçoit régulièrement pour leur dernier single toutes les Nolwenn, les Jennifer et je vous en passe, et on dit, bien évidemment, on cite les noms des émissions des chaînes concurrentes. Alors pourquoi elle le fait? Mais parce que c'est ridicule, c'est de l'autocensure grotesque. Exactement, voilà. Je comprends, c'est recevoir quelqu'un une vedette de TF1 sur France 2, c'est pas non plus de recevoir Hitler à Radio Londres, quand même. Sérieusement. Non, c'est vrai. Et nous avons maintenant le chancelier qui va vous dire ah, c'est pas ça, quand même. Vandel. Le retour du père de Dieudonné, Christophe Alévèque, Pierre Bénichou. On se retrouve après la pub. La vie des uns. La vie des autres. Justine aimerait bien que son mari perde quelques kilos sans perdre l'appétit. À midi, haricots verts en salade et ce soir, un bon steak, haricots verts. Et d'ailleurs, Justine a l'art de réduire les calories de ses petits plats, comme celles de son porte-monnaie. Et comme en ce moment chez Auchan, les haricots verts très fins surgelés les moins chers sont à 80 centimes le sachet d'1 kilo. Oh, ça alors? Oh chérie, je perds mon pantalon. Et oui, toute l'année chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Avez-vous déjà essayé de porter un lave-vaisselle sur votre dos? De faire rentrer un congélateur dans le coffre de votre voiture? De monter 5 étages avec un lave-linge? Ou de fixer un réfrigérateur sur le porte-bagages de votre vélo? Bien sûr que non, puisque vous achetez votre gros électroménager chez Darty et que vous bénéficiez de la livraison gratuite à domicile. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service après-vente Darty, le gros électroménager devient tout de suite plus léger. Leclerc. Bon Philippe, on skie ou tu passes ta journée au téléphone? C'est ma sœur, elle a d'énormes problèmes avec son chat. Mais ça m'est égal, je veux skier. J'en ai pour 2 minutes à régler ça. Je vais lui expliquer que chez Leclerc, il y a des promos insensés sur les litières pour chats. Elle va être contente et nous on est tranquille pendant 2 heures. Comment ça, 2 heures? Du 28 janvier au 7 février, faites vos courses à prix Leclerc. Les 8 litres 75 de litière pour chat petit ami, dont 25% gratuits, sont à 1 €, soit 11 centimes le litre, avec en plus 20 centimes de ticket Leclerc en mon achat. Voir modalité dans les magasins participants. Ah, c'est toi! Tu m'as fait tomber! C'est ta sœur? Évidemment que c'est ma sœur, elle me remercie pour la litière! On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Christine Bravo, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque. Et Philippe Vandel, vous allez nous parler d'un livre qui vient d'être publié aux éditions Stock, Le sol de Mars et autres photographies. C'est signé Bruno Gibert, que nous avons en ligne. D'ailleurs, bonjour. Bonjour. Donc c'est chez Stock. J'ai confié ce livre à Philippe Vandel. Il faut dire que c'est assez curieux. C'est marrant que vous insistiez sur le nom de l'éditeur, parce que pour une fois, ça mérite son nom. C'est comme une sorte de stock. C'est un exercice de style qui fait ma joie. Ça rappelle Pérec et je me souviens. Voilà en gros ce qu'il a fait. Il a décrit 580 photos que lui a vues, que nous avons vues, mais qui ne sont pas dans le livre. Et donc, il décrit toutes sortes de photos. Par exemple, on l'a toutes vues, celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre sans aucune photo. Ouais. Qui ne fait que décrire des photos. Alors, exemple, j'ai pris les plus courtes volontairement. Une goutte de lait s'écrase en une petite couronne. Une ville bombardée est vue du lieu de sa destruction, du ciel. Il y a toute une série sur les couchers de soleil. Hiroshima, exactement. Et on reconnaît. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en plusieurs parties. La première partie sont des photos qui appartiennent à tout le monde, enfin universelles, des photos d'actu, voilà. Et à partir de la page 100, il y a des photos de lui-même avec sa famille, des photos d'enfance. Ou l'anniversaire de ses 30 ans. Donc là, qui n'évoque rien pour nous. Exactement, mais il y a la langue, c'est joli à lire. Et il y a même un glossaire où on peut retrouver d'où viennent les photos. Alors, il y a des trucs très étranges. Alors, on trouve Libération, on trouve l'Amérique au fil des jours, un livre que je connais pas. On trouve des photos de l'Arctique, de Douaneau. Et ça termine par X-Star Magazine, qui doit être un truc de boule, ainsi que des photos de famille.
Est-ce que Vandel a résumé comme il le fallait votre livre, Bruno Gibert? Écoutez, il a parfaitement résumé, c'est tout à fait ce que je voulais faire, un stock de photos, une espèce de traversée de l'imagerie globale mondiale, enfin à la fois dans la première partie, comme il explique très bien, de l'imagerie mondiale, de toutes les photos qu'on peut apercevoir dans les magazines, dans les brochures publicitaires, dans les revues. Et des photos qu'on connaît tous et qu'on peut reconnaître uniquement en les décrivant d'une ou deux phrases. Oui, c'est des photos qui, disons, si on n'a pas vu celle-là même, il se peut que ça soit une photo qui y ressemble et qui, finalement, c'est pour montrer qu'aussi dans les médias, on revoit toujours la même photo. Alors si c'est pas exactement la même, c'est toujours ou un enterrement à Gaza, ou une queue à la sécurité sociale, ou un ministre qui s'engouffre dans sa voiture. Donc finalement, c'est toujours la même image qui revient avec des différences très légères à chaque fois, mais qui forme une espèce d'imagerie mondiale qui revient tout le temps. Christine Bravo veut intervenir. Oui, c'est le travail de l'écrivain en fait. C'est simplement le travail de l'écrivain. Quand un bon écrivain ne vous dit pas il est grand, il a les yeux bleus, il est blond, l'écrivain parle, met en scène un personnage et vous le voyez. Enfin, c'est un peu comme si le mime Marceau venait à la radio. On pourrait dire que c'est les seules photos que vous pourriez passer à la radio. Mais c'est un livre qui fait évidemment énormément appel à l'imagination. Mais d'ailleurs, vous dites une chose juste. Nous, ici même, nous commentons souvent des photos pour les auditeurs qui, très vite, j'imagine, eux-mêmes se font dans leur tête la photo qu'on a devant les yeux. Et c'est comme si on était à la télé, en fait. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'actualité qui change. Par exemple, la résurgence d'un problème dont on parle beaucoup en ce moment, je lis ça, c'est 4 lignes, ça va être rapide. Dans une salle de classe, les écoliers forment une chenille entre les tables. Toutes les jeunes filles ont la tête recouverte d'un foulard, les garçons non. Et c'est marrant, avec toute l'histoire du foulard sur la tête des filles, etc. Ça date de quand, cette photo, et c'est laquelle? Ça date d'il y a quelques années. C'était dans Libération. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans, où j'avais envie d'écrire un livre qui ne soit pas un roman, qui soit autre chose. Et puis, comme je suis assez voyeur, je suis assez collectionneur, j'ai un rapport assez fétichiste aux images, j'ai commencé à découper des photos, et surtout, j'ai enlevé les légendes. Et dès qu'on enlève une légende à une photo, elle reprend une forme de mystère, et on peut voir enfin ce qu'elle montre, et non pas ce qu'on veut nous. Mais est-ce que vous êtes photographe aussi alors? Je l'ai été quand j'étais jeune, mais enfin bon, ça n'a aucune importance. Mais pas aujourd'hui en tout cas. Et ma préférée fait 4 lignes, et c'est le titre du livre, c'est Le sol de Mars. Oui. Alors, en ce moment, on le voit, Le sol de Mars. Oui, c'est vrai qu'on peut y aller. Sous toutes ses coutures. C'est le premier album photo sans photo, dit le dossier de presse de votre bouquin, mais c'est une belle définition. Premier album photo sans photo, c'est signé Bruno Gibert, c'est chez Stock, Le sol de Mars et autres photographies, tout ça sans une seule photo. Merci et bravo, c'est original au moins, Bruno Gibert. Merci à vous. Alors justement, il n'y a pas de photos de Mars dans ce bouquin, mais des photos de Mars, on en a, alors là, cette semaine, dans tous les magazines, que ce soit Match, que ce soit VSD, que ce soit Le Point, L'Express. Alors, ils sont tous à la recherche de l'eau, les sourciers à pied d'œuvre, titre Le Point. Mars est descendu sur Terre, titre, ça c'est dans VSD. Et alors, on nous montre dans VSD quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que sur une double page, dans la partie haute de cette double page, vous avez une photo qui représente Mars, la plaine d'Arès Vallis, nous dit-on sur Mars, plaine prise en photo en 97 par le robot Mars Pathfinder. Et en dessous, on nous met la photo d'un désert situé au sud-est de la ville d'Antofagasta, dans le nord du Chili, et c'est exactement la même photo. Et ça, c'est assez... Sauf la couleur. Sauf la couleur, mais on jurerait, c'est le même paysage, on jurerait, je veux dire, voilà, l'un c'est sur Mars, l'autre c'est sur la Terre, mais ça pourrait être sur la même planète. C'est assez troublant, et ils font ça avec plusieurs photos, des comparaisons comme ça, Mars, Terre, même étendue caillouteuse, même absence de vie, une seule chose change entre Mars et la Terre, qu'est-ce qui change? Le prix, l'atmosphère. La couleur du ciel. Ah non, c'est chouette. Le ciel de Mars, c'est comment? Orange. Regardez, orange, alors que le ciel de Terre est bleu. D'ailleurs, regardez, comparez ces photos, c'est assez intéressant. On peut la voir quand vous levez les yeux au ciel. Bon, évidemment, dans les grandes villes, c'est difficile parce qu'il y a de la lumière, mais quand vous êtes dans des endroits où il y a moins de lumière, vous repérez très vite la planète Mars sans même avoir de repère, parce qu'elle est rouge. C'est la planète rouge. Et je voulais dire une chose par rapport aux Martiens, puisque il y en a pas, mais si vous relisez le très beau livre de Ray Bradbury qui s'appelle Chronique martienne, à la fin, quand on débarque sur Mars, ce qui se passera certainement, et qu'un des gosses de la famille dit mais où sont les Martiens? Et le papa dit il y a une flaque d'eau, dit regardez, ils sont leurs reflets dedans, et les Martiens, voilà, c'est nous. Et je pense que les Martiens, ça sera nous.
quand on y sera. C'est beau, c'est une belle histoire. Je me vois déjà martien, moi. Non, c'est Hein magnifique. Allez, j'ai envie de vous interroger sur la grippe du poulet. Est-ce que ça vous fait peur? Tout le monde nous alarme avec cette histoire. L'OMS a même parlé d'une éventuelle catastrophe sanitaire si le virus se combinait avec celui de la grippe humaine. Alerte à la grippe du poulet, titre Le Point. Une fois de plus, une épidémie de grippe prend sa source en Asie. Est-ce une fatalité? Mais surtout, ce qui nous fait peur, c'est qu'on nous dit que, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de risque sur l'homme. On nous dit seulement, a priori. Moi, c'est toujours le truc qui me fout la trouille. On surveille le moindre éternuement de Sarkozy. Ah oui. Si jamais il attrape la grippe. Pierre, vous y croyez? Je sais pas, vous savez, on ne la croyait pas pour la vache folle et on s'est aperçu qu'il y a qu'il peut y avoir des transmissions d'espèce à espèce. Alors on a vu d'abord pour la vache folle, ça a été le mouton s'est passé à la vache s'est passée à l'homme, et là ils ont peur que ça passe de là du. Mais je crois qu'il y avait eu des morts. Ah, il y en a eu déjà. Il y a eu des morts pour la grippe du poulet, donc c'est que c'est passé. Oui, il y en a déjà une dizaine. Ça se transmet de l'animal à l'homme, mais on n'a pas encore prouvé que ça se transmettait d'homme à homme. Voilà la différence, Christine. Ah oui, mais enfin déjà c'est vachement grave si ça se Alors transfère. Oui, mais on a très peu de poulets asiatiques chez nous. Oui, et puis, et puis on les croise, sauf si on va dans le 13e. Et puis quand on les croise, ils sont morts. Quoi? Quand on les croise, ils sont morts. Je crois que ça peut être qu'un poulet vivant qui le transmet, non? Ah bon? Moi, j'avais entendu ça. Il faut qu'il éternue, il faut qu'il transmette des mais je sais pas quoi. Puisqu'il les gens, on les a vus. Il y a déjà vu un poulet éternué, qui les enterre bien profond, justement, comme si on ne sait rien. Pierre. Pardon. Et je suis l'éternuement du poulet. Moi qui suis toujours très énervé par l'exagération des médias et ça, là je trouve que c'est bien. Ils disent une pandémie susceptible de causer des millions de morts à travers le monde. Même cette façon d'affoler les populations, mais je trouve que c'est bien parce qu'il faut faire très attention à ce genre de trucs. Non, moi c'est tout ça. À chaque fois ça m'énerve. C'est comme on avait fait avec le SRAS à un moment donné. C'était la fin du monde. Bon, certes, la vache folle, évidemment, pour ceux qui ont décédé, c'est terrible, puisqu'ils sont morts. Mais c'est quand même très très peu de gens. C'est disproportionné. Là, dans le journal, il dit peut créer des millions de morts. Oui, si ma tante en avait 2, ce serait mon oncle. Si les poules avaient des dents. Mais c'est vrai que tu parles un peu mais t'as pas d'enfant, toi t'as pas d'enfant. Mais si, il bouffe du poulet. Plutôt 2 fois qu'une. Moi, je peux te dire que ma femme est sous perfusion de poulet asiatique depuis des mois et des mois. Rien du tout, toujours là, elle tient le coup. Hein. Je vais dire, commence de fumer, bois, drogue-toi. Quand même, il paraît qu'elle couvre quelque chose. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Tout de suite, un message de Yolande Delabigne, la rédactrice en chef du magazine Atmosphère. Bonjour, Atmosphère évolue. Toujours aussi beau, le féminin de l'air du temps vous propose une escapade à Venise. Voyage en Orient Express, mode en jupon de soie pour le carnaval, balade dans les îles de la Lagune, moins touristique mais si romantique. Notre époque mouvante, passionnante, c'est dans Atmosphère. Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. Je vais pouvoir ranger mes courses sans problème de place dans un beau réfrigérateur. Le réfrigérateur Sidex 242 litres. Ça m'encourage à faire des courses, à en faire plus. Congélateur 68 litres. Pour mettre les desserts et les glaces. C'est le confort. Dégivrage automatique. Ça facilite beaucoup les choses. Chez But, jusqu'au 29 février, le réfrigérateur congélateur 2 portes, capacité totale 310 litres, est au juste prix de 299 €. 299 €, c'est vraiment une performance. Et le juste prix, c'est But. La vie des hommes. La vie des autres. Justine utilise de l'essuie-tout pour essuyer les vitres, les tables, la salade. Et aussi pour se moucher, parfois. Justine est allergique, surtout aux grosses dépenses. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, Justine trouve le lot de 4 rouleaux essuie-tout, le moins cher, à 86 centimes, moins d'1 €. Oh, c'est poussière. Et oui, toute l'année, chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Daniel Lavoie. Découvrez Comédies humaines, son nouvel album. Béni soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Béni soient les femmes. Comédies humaines, le nouvel album de Daniel Lavoie. En concert à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés à Paris à partir du 4 octobre. Un disque Mercury. On va se gêner, c'est la dernière ligne droite avec Jean-Bernard Hébé jusqu'à 18h. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Christophe Alévèque. Et alors là, dites donc, Vandel, vous qui travaillez à VSD, je voudrais que vous me trouviez la personne qui, franchement,
a inventé cette histoire de faux jumeaux. C'est-à-dire que je retrouve ma photo dans VSD, et à côté de ma photo, il y a la photo d'Olivier Besancenot, le petit facteur de Neuilly, et on nous dit, voilà, ils sont faux jumeaux, regardez, le facteur fraîchement paxé avec Arlette Laguillet a la même coupe simili-brosse et le même visage poupin que l'animateur qui a jeté ses lunettes. Alors, franchement, moi, je ne vois pas la ressemblance entre Olivier Besancenot et moi. Quand même, tu ressembles plus à Besancenot qu'à Alain Krivine. Oui, d'accord, mais enfin, vraiment, j'ai jamais vu ça. Non, s'il faut trouver quelqu'un. C'est comme quand on dit que Galabru, il ressemble à René Monory, le président du Sénat. Ah oui, non, c'est vrai, ça. Et oui, mais c'est vrai parce que c'est pas vous, Laurent. Oh, vraiment? Ah, mais oui, aidez-moi. Si. Ça ressemble. Ni la bouche, ni les yeux, ni l'expression. Non, c'est d'abord, Laurent a une expression pensive, intelligente. Alors que Besancenot, prends ça dans ta gueule, Olivier. Je sais pas, je vois pas. Franchement, là, ils cherchent. C'est le seul exemple qu'ils ont trouvé. Ah, merci Pierre. C'est le seul exemple qu'ils ont trouvé, Laurent. Oui, c'est le seul exemple, manifestement. C'est un peu, ouais. Non, et puis Olivier Besancenot, il est de droite. Ce qui est pas du tout le cas de Laurent. Si, moi j'y avais pensé avant. D'ailleurs, j'ai cru que tu te présentais au présidentiel à un moment donné. C'est vrai? J'ai vu les affiches. Oh, pourquoi pas, c'est une idée, hein. Bah ouais. Je me vois bien candidat. Vous me soutiendriez? Ton programme, c'est quoi? Mon programme, j'en ai pas. Je viendrai, je dirais, écoutez, je ne vous promets rien, comme ça je suis sûr de l'appliquer. Et ça serait ici le Conseil des ministres? Ah ouais, ce serait pas mal, non? Ouais. Oh, ouais. Je mettrais, je sais pas, Pierre Bénichou à la culture, voilà. Christine Bravo à la famille. Christophe à l'évêque. À la santé. Non, à la condition de la femme. Oui. Pour qu'on rigole un j'ai peu. tout un programme. Hein. C'est vrai, alors vas-y. Voilà. Jean-Bernard Hébé à la fonction publique. Ah oui, oui. Oh là, je te mettrai tout ça au pas. Je ne veux voir qu'une tête. Philippe Vandel, peut-être au sport. Ouais, hein, ça serait pas mal. Au sport, voilà, l'OM. Ouais. Non, je crois on mettrait Christine Ockrent, Premier ministre, quand même. Oui, bah alors, il vaut mieux avec un bon chef de cabinet, alors. Ouais. Oui, Stevie. Pas longtemps. Ah bah Stevie, où est-ce qu'on le mettrait, Stevie? On le mettrait partout. Tu veux dire, quand tu dis chef de cabinet, tu veux dire Madame Pipi? Ah non, je trouve qu'on ferait un beau gouvernement. Le gouvernement, on va se gêner. Il faut qu'on y pense. Ah, c'est vachement drôle. Mettrait, je sais pas moi, Claude Sarraute aux anciens combattants. Ça peut être pas mal. Oui. Mais tu sais qu'on pourrait on pourrait le faire parce qu'avec l'accès aux médias que tu as, tu te rends compte, on développerait notre programme d'émission en émission. Ah, on aurait des papiers. Et on finirait par avoir un programme. Nous. Allez, le bug de la semaine. Ça, c'est intéressant, en revanche, dans VSD. C'est une campagne de publicité que vous avez peut-être vu, une campagne de pub de la Poste qui a provoqué une polémique. Beaucoup de courriers arrivés par la Poste, justement, dans les différentes chaînes qui ont diffusé ce spot publicitaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce spot. On voit, sans un mot, une maman qui confie son bébé à un inconnu. Celui-ci repasse le bébé à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bébé arrive à sa grand-mère. Et là, on entend le message publicitaire de fin. C'est par la confiance que l'on obtient le meilleur des gens. Voilà pourquoi, quand vous nous confiez votre argent, vos colis et votre courrier, nous vous devons le meilleur de nous-mêmes. La Poste, la confiance a de l'avenir. Et j'ai été scandalisée. Je savais pas que ça faisait polémique. D'abord, j'ai mis longtemps à la comprendre. C'est ma fille qui me l'a expliqué. Parce que, en tant que mère, je pouvais pas substituer le bébé à un colis. Donc, je ne comprenais pas. Je disais, mais où il est le colis? Je ne voyais même pas. Quand tu as un enfant qui est timbré, donne à la Poste, par exemple. La Poste a reçu pourtant l'aval du bureau de vérification des publicités. Tout ça est très contrôlé. Eux n'y ont vu qu'une allégorie. Il ne s'agit pas de la réalité. Tu peux pas faire ça avec un enfant. Mais non, elle a raison. Et vous savez où est-ce qu'il y a de plus précieux? Mais ouais, tu peux pas faire ça avec un enfant. Vous savez où est-ce qu'ils ont confié l'idée? À une vieille, tu veux dire? Tu peux pas confier un enfant à quelqu'un que tu connais pas. Non, mais il passe de main en main, en fait. Mais tu peux pas confier un enfant qui passe de main en main. C'est de la pédophilie. Attends, arrête tes conneries. Oh là là, ça y est, c'est parti. Non, mais je le trouve au contraire très bien cette pub. Une fois de plus, la peur. Alors là, c'est les mamans maintenant. Mais t'as peur quand t'as un enfant. Mais tu donnais tes gosses aux gens dans la rue. Mais t'as peur, mais des pédophiles, il y en a pas tous les 3 mètres sur le trottoir. Il y a des gosses qu'on refilerait bien par chronopeste. Hein. Mais tu donnes pas. C'est souvent eux qui provoquent. Non, ce qui est très drôle. Tu ne confies pas ton enfant à un inconnu. Mais non, mais Laurent, juste un mot. Ce qui est très drôle, c'est que ce truc-là, moi, je l'ai vu à la télé il y a 3 ans, 4 ans ou 5 ans, et c'était un sketch parodique. C'était un sketch des moustiques. Exact. Des gens qui voulaient s'en débarrasser se refiler un bébé. Ils le disent dans VSD. Sur le même principe que cette publicité, il y avait
avait eu un sketch début 2003, Nounou Boubou, qui avait été diffusé dans Groland sur Canal+. Oui, mais nos amis de Groland. Ouais. Moi, c'est plus ce qui m'a gêné là-dedans, c'est de se débarrasser de son enfant. Tiens, on va le filer à la grand-mère. Mais sinon, mais ayons quand même un peu confiance les uns aux autres, puis arrêtons la parano, la peur. Il y a une pédopsychiatre qui est interrogée dans VSD et qui dit le but d'une publicité, c'est tout de même de vendre, pas de faire réfléchir. Il est choquant que les gens du BVP aient été unanimes en la visionnant. L'univers de ce spot est froid, sans aucune parole, rempli d'anonymes avec un enfant synonyme de colis. C'est affreux, dit-elle. Peut-être que si les gens avaient porté des costumes de postiers, au moins le message serait-il mieux passé. Ça, c'est pas faux, quand même. Hein, bon, la Poste... Là, on le confie à la Poste, mais là, on le confie à personne. Moi, on le passe de main en main. Par exemple, s'il l'avait donné à des cigognes, on aurait mieux compris. Oui. Voilà, moi, je m'attendais. Une cigogne Oui, qui passait. je trouve que c'est normal de donner à une cigogne, un enfant. La première fois que je l'ai vu, je m'attendais au slogan inverse. Je m'attendais à voir cet enfant transbahuté comme un colis et qui dise nous ici vous n'êtes pas anonymes et on s'occupe des gens vraiment. C'est pas ce que veut dire le spot. On nous explique que c'est une représentation de l'aménité sociale avec des gens qui confient le bébé à d'autres personnes. En plus, on voit bien qu'il n'y a pas de négligence dans le traitement de l'enfant. Non, il n'y a pas ce que veut dire le spot. Moi, mon rédacteur chef qui m'a appris quand j'étais actuel, Burnier, me disait quand le lecteur comprend pas, c'est pas lui qui est con, c'est toi qui écris mal. Oui. Non, ça veut dire qu'il est mal fait ce spot. Si on comprend pas, c'est qu'il est mal fait. Il n'est plus diffusé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont essayer de mettre leur enfant dans la boîte aux lettres. En tout cas, les bénéficiaires, c'est la Poste. Oui, ça fait un quart d'heure qu'on parle d'eux. C'est vrai. Mais bon, bien. Et gratos. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils font de la pub vu qu'ils ont le monopole. Parce qu'il faut bien financer les partis politiques. Il y a politiques. quand même des produits financiers. Oui, mais là, c'est pas pour les produits financiers, si. D'ailleurs, le spot a été remplacé par un spot où on verra Antoine Decaune là prochainement. Ça y est, c'est fait. Voilà, puisque c'est pas écrit La Poste ici. Non. Ah, t'as fait ça. Tu l'as fait. Combien t'as touché? C'est bien payé. Mais écoutez, franchement, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. J'ai honte de le dire, mais je ne m'en souviens. Franchement, je vous le dirai, je m'en fous. Je ne m'en souviens strictement pas. Pas beaucoup, parce que on va dire dans la gamme des humoristes qui ont été contactés, j'étais pas certainement celui le plus vendeur et mon spot a pas été énormément diffusé. J'étais avec Patrick Bouchitet dans cette publicité. Qui lui l'a fait gratuitement. Et à qui j'ai qui a payé pour le faire. Et à qui j'ai foutu de la peinture pendant une journée de tournage parce qu'il fallait que je lui fasse un coup de pinceau sur le. Tu n'y arrivais pas. Non, j'ai pas vraiment envie d'en refaire. Non, franchement, la publicité, c'est pas trop. Jouer la comédie, c'est pas trop. Moi, s'il y a des publicitaires qui écoutent. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah oui, le retour d'Ariel. J'ai fait Ariel et ça s'est très bien passé pour moi, donc je veux bien en refaire. Et ben si tu continues comme ça, tu vas bientôt pouvoir nous faire la merdenie. Enfin, c'est vrai, ça. C'est pas vrai. Allez, un peu de musique avec Christophe Alévèque de retour sur scène. À Paris, dans le 11e arrondissement, métro Bastille ou Le Dru-Rollin, rue des Taillandiers, au 2 bis, la Seine, c'est le nom du, comment on peut dire, cabaret, café-théâtre. C'est vachement bien, moi je peux dire. Chanter, on peut boire un coup, on écoute. C'est une salle de concert, très bien, une salle de concert, de cabaret-concert, alors on va dire. Il y a 2 étages, voilà. Et lui est en sous-sol. Et il passe régulièrement des groupes, des jeunes groupes, c'est le cas de Christophe Alévèque avec sa bande. Ils y seront le 2 février prochain, le 1er mars, le 5 avril, le 3 mai et le 7 juin, autant dire tous les premiers lundis du mois. Et voici pour nous, en live, dans le studio avec ses musiciens. Merci à la technique qui a su préparer cette formidable installation pour qu'on fasse du live. Christophe Alévèque! C'est la chanson la plus calme du spectacle. C'est une chanson révolutionnaire qui s'appelle La Vieille. J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez vous m'encombrer, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, en heure d'Hippopée. Elle avait encore la souplesse des abeilles et d'un pas décidé vers la gare Saint-Lazare, tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ. Elle s'en allait gaiement, son bagage à la main, avec 2 ou 3 pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, pour porter ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi j'ai horreur de ça, comprenez-vous monsieur. Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu.
J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps, laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard, descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir, messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? J'ai pas besoin de vous, disait-elle au médecin, en élevant vers lui son 3e verre de vin. Tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à 4 voix la grosse bite à Dudule. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant de 80 gâteux quittant l'établissement afin de ratisser les hospices du pays, arrachant à la mort des moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, disait-elle au curé, qui au chevet d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus, par contre il bande encore. Un petit coup de branlette le remettra sur pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille Juve à 4. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix, il respirait encore mais il ne bandait pas. J'ai pas besoin de vous, claironnez tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux, car vous n'avez pas su vous occuper de nous, à l'âge où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole, si les morpions votaient, vous auriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. Elle fit un bras d'honneur, on aurait dit Popeye. Elle avait encore à la souplesse des abeilles. Christophe Alévèque, en spectacle à Paris chaque premier lundi du mois à la Seine dans le 11e arrondissement. Merci à ces musiciens de l'avoir accompagné en live aujourd'hui dans ce studio ici à Europe 1. C'est agréable de temps en temps de refaire du live comme ça. Non, mais il devrait y en avoir beaucoup plus. Ben ouais. Merci Europe 1, merci Ruquier, merci la technique. On devrait refaire les podiums Europe 1. Oh, ça serait bien. L'été, on irait sur les plages. Podium électronique avec Harold Quay. Moi, je me souviens que le premier spectacle que j'ai vu quand j'étais gosse, c'était le podium Europe 1. On ne fait plus le podium Europe 1. Mais c'était pas, moi, je croyais que c'était en playback. C'était les gens jouaient vraiment. Ah non, ils faisaient du live, ils chantaient. Ça s'appelait le podium électronique. C'était animé par un animateur qui s'appelait Harold Kay. Je me souviens de ce nom, Harold Kay. Qui n'avait d'écossais que le nom d'ailleurs. Il devait s'appeler Robert Moutier. Les deux premières animatrices ont été, je crois, Lynn Renaud et comment s'appelait l'autre L'autre jeune Non, celle qui chante la bonne du curé, là. Annie Cordy. Ben moi, je me souviens que mon premier podium européen que j'avais vu, c'était au Havre, donc, place Gambetta, et c'était Carlos, Eddie Mitchell et Sophie Darel qui étaient sur scène, et j'étais ravi, c'est la première fois que je voyais des artistes. C'était des spectacles gratuits. Et c'était gratuit, évidemment. C'est pour ça que j'étais allé. Avec le Tour de France. Eh ouais. Si, pensez au Tour de France. Si on faisait ça cet été. Ouais. Bah attends, on a déjà les élections. Les vieux à aller nourrir. S'il va faire chaud. T'imagines. Pierre, vous pourriez quand même faire une ou deux chansons, vous avez un répertoire. Moi, les roses blanches. De toute façon, on m'interdit de chanter ici. Alors, non. C'est la seule antenne, on m'interdit de chanter. Je trouve que franchement, là, on devrait même en profiter. Il y a des musiciens ici. Pourquoi tu chantes pas quelque chose? Si vous avez envie d'être accompagné, s'ils sont capables de vous accompagner. Oui, il peut t'accompagner. Je vais vous faire un aveu, je chante très mal quand il y a des musiciens. On essaye. On essaye, parce que là, vous n'allez pas vous faire prier. Prenez une des chansons les plus connues. On m'appelle Capella, moi. Je peux pas chanter avec les musiciens. Allez, essayez, il va vous accompagner. Je ne suis pas le type qu'on fait chanter quand on en a envie. Et puis les autres jours, on visite toi. Alors, de toute façon, si tu viens en concert, je te fais monter sur scène. Hein. Eh ben, j'irai pas. Votre chanson préférée? C'est gentil. J'aime chanter comme ça de temps en temps.
Mais pas ce soir. Oui, il fait sa chochotte. Oh là là, la chochotte. Regardez, ça y est, il est devenu Il refuse mon caleçon, il refuse de chanter, il refuse tout. Elle se refuse ce soir. Elle fait sa difficile. Ah, les deux vieux du Muppet Show. Elle fait sa mijaurée. Pierre, une chanson. Non. Commence comme ça, commence timidement. On n'est pas là. On t'a pas entendu. On t'a même pas vu. Tiens, Pierre, t'es là. Je fais ça à mes petits-enfants, il n'est pas capable de faire attendez. de la lune. Moi, il y a une chanson que j'adore que Christine sait chanter. Une chanson de Francis Blanche que chantait Odette Laure. Vous la chantez très très bien. Et je suis sûr que Pierre. Ça tourne par an dans ma petite tête, c'est ça. Pierre peut vous aider. Vous pouvez me la faire, Christine. Vous aidez tous les deux en duo. T'es obligé. Allez, c'est parti. On les encourage. Ouais. Attends. On vient. Non. Tu commences par le. Ah non, mais je connais pas, moi, la chanson. On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a crié comme une folle. Pleurer, c'est pas moi, il fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça me fait plaisir. Je sais pas ce que j'aime bien mentir. Et là, tu fais. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Parfois, j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute. Mais c'est ta chanson. C'est pas mal. Bon, Stone et Chardin ne vont pas être détrônés demain. Hein. Vous ne passerez pas dans l'émission animée par Daniela Lombroso samedi soir. Les duos du siècle, parce que je crois qu'il y a les duos du siècle sur France 2 samedi soir. Il a fait un effort et quand même il faut l'applaudir. Il ne voulait pas chanter et il a chanté. Ouais. Voilà, il a fait un effort. Si, c'est vrai. Tu sais ce qu'on peut faire? Oui, Christophe. La prochaine fois, si je suis invité à venir faire une chanson. C'est pas sûr. On s'y prend à l'avance, on sait quand et chacun prépare une petite chanson. Ah non, moi je si, bah toi aussi. Hein. J'adorais chanter et jouer. Moi je sais chanter que au Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh Daniela, surtout ne crois pas que tu peux. Ne regarde pas quand tu dis Daniela, elle a encore du boulot. Ah tiens, il y a un garçon qui est un copain à nous, puisqu'on est dans le copinage là pour ces 10 dernières minutes de l'émission. Raphaël Mesrahi a le droit à une page dans VSD à l'occasion de son spectacle qu'il reprend à la Cigale les 5, 6 et 7 février prochains. Son spectacle à Raphaël, ça s'appelle Je crois que je suis au top. Je crois que je suis au top. Déjà, bon, rien que le titre est plutôt rigolo. Et alors on apprend des tas de choses sur Raphaël Mesrahi dans cette rubrique qui s'appelle CV de star que le journaliste Mathias Grüttler. J'ai toujours du mal avec Mathias, je connais son prénom très bien, mais son nom c'est dur. Grüttler. Mathias tient cette rubrique chaque semaine et il demande en fait aux personnes qu'il interviewe qu'ils lui racontent des choses qu'ils n'ont jamais racontées avant à d'autres journalistes. Et donc, il y arrive en plus. Et oui, il y arrive. Et donc on apprend des tas de choses incroyables. Alors, on savait que Raphaël Mesrahi peut-être était né à Sousse, en Tunisie, le 24 mars 1964. Voilà, il porte le même prénom que son arrière-grand-père. Très vite, sa famille s'est installée à Troyes dans l'Aube et sa maman, à Raphaël, était secrétaire de direction à Babigros. Je trouve que ça lui va bien. Ah oui. Ça c'est drôle déjà. Il a pas dépassé le stade Babigros. Hein. On peut croire qu'il en porte encore. Presque. Sur les murs de la chambre d'enfant de Raphaël Mesrahi, un poster de Johnny à Califourchon sur une Kawasaki, une photo de Mike Brandt, un puzzle de 2000 pièces offert pour sa bar mitzvah. Ça, c'est mignon quand même. Il passe son permis de conduire sur une route de campagne. L'apprenti conducteur, Raphaël Mesrahi, donc, se retrouve face à des corbeaux bien décidés à ne pas s'envoler. Pour ne pas les écraser. On sait qu'il est fou des animaux, hein, même trop malade des animaux, Raphaël. Pour pas écraser les corbeaux, il s'apprête à faire un écart, non ? Mais il met son clignotant pour faire un écart. L'examinateur lui dit, mais vous foutez de moi, qu'est-ce que vous faites? Et Raphaël de répondre, je leur ai fait des appels de phare, mais ils n'ont pas réagi. Il est recalé, il obtiendra son permis seulement lors de son second passage. Il a essayé de rentrer dans différentes chaînes de télévision par la petite porte en se proposant comme stagiaire un peu partout. Il a été mon stagiaire. C'est vrai, il a été votre stagiaire? Il portait les cartons pour moi. Et un jour, il est allé à TF1 et pour se faire remarquer, il essayait d'être drôle, quoi. Alors, il arrive à TF1, je sais pas, au bureau d'embauche, je sais pas quoi, ou au secrétariat et du personnel, et il arrive, il fait bonjour, je viens voir Manix,
Je pense qu'il est en direct à 18h et j'aimerais le voir avant. C'est quand même n'importe quoi. Voilà. Et puis il a aussi un terrain, il a une ferme avec des animaux sauvages blessés qu'il recueille parce que c'est une sorte de Brigitte Bardot à lui tout seul. C'est le seul type de cet âge-là que je connaisse qui soit complètement végétarien. Oui. Il ne mange jamais quoi que ce soit qui est de vivant, quoi. Et sa maison a un nom. La maison de Raphaël Mesrahi s'appelle J'encule les chasseurs. Non. Si, je vous jure. Un nom qu'il a gravé dans une planche sur la façade de sa maison. Il a peur de rien, quand même. Vous vous rendez compte un peu? Voilà, c'est dans VSD cette semaine, Raphaël Mesrahi, en spectacle à la Cigale les 5, 6 et 7 février, si les chasseurs ne nous écoutent pas. Non, c'est quand même incroyable, non? Qu'est-ce qui vaut mieux tuer un lièvre ou enculer un chasseur? Moi, j'aime pas beaucoup tuer les lièvres, mais je préfère quand même. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye et merci.